Et bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille aujourd'hui sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, aujourd'hui, et si on lisait trois contes écrits par Gustave Flaubert. C'est notre premier live sur ce recueil de nouvelles. Au programme du jour, ça sera la première nouvelle, la nouvelle Un cœur simple. Comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, vous aurez dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement à l'endroit qui vous intéresse. Notamment, j'ai cru voir qu'un cœur simple se séparait en différents chapitres. Donc voilà, vous aurez la notation de ces différents chapitres par exemple. Ça fera peut-être bizarre à certains, et ça fait bizarre à moi le premier, puisque ça fait depuis fin août que je n'ai pas publié sur YouTube, depuis je crois début août que je n'ai pas fait de live sur Twitch, donc c'est en quelque sorte un retour, j'espère en tout cas. Pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je n'ai pas eu l'occasion de live. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu des grands chamboulements dans ma vie. J'ai déménagé, je suis parti du nord à quasiment l'autre bout de la France, etc. Bref, me voici dans un nouveau cadre, dans un nouvel appartement. Donc ça va changer aussi quelques petites choses. J'espère que les réglages techniques sont bons, mais j'ai déjà fait un live hier pour tester ça, et juste avant la vidéo que vous voyez sur YouTube, j'ai des gens dans le chat qui m'ont aidé, merci encore à eux. Merci, merci encore Cat Black, Nordom, c'est très gentil, c'est très gentil. Et donc j'espère que tout va se passer sous les meilleurs auspices. J'espère qu'on va savoir avoir la même qualité que sur les lives précédents. Éventuellement une qualité encore meilleure, pourquoi pas, on peut espérer. J'avais un peu peur, parce qu'ici je sens qu'il y a de l'écho, mais encore une fois, faites-moi des retours et on essaiera de bouger ça s'il y a des problèmes. Je crois qu'on est sur quelque chose de plutôt quali, ou en tout cas de qualité plutôt similaire à ce qui se faisait avant sur mes streams, donc je suis plutôt content. On essaiera de creuser malgré tout si vous y voyez des soucis. Donc n'hésitez pas, les retours sur les commentaires YouTube également. Voili voilou. Je vais pas faire trop long sur cette intro parce que le but c'est pas de parler de mes problèmes techniques et ainsi de suite, c'était juste pour vous le mentionner, pour que vous puissiez me faire des retours éventuellement. On va essayer de s'intéresser à la lecture directement. On va essayer de faire ça bien. Je vous avoue que j'ai pas mal de stress à ne pas avoir fait cet exercice depuis si longtemps, que ce soit la présentation de live, que ce soit la lecture à voix haute en elle-même. Mais on va s'y mettre avec gaieté de cœur. Et aujourd'hui, on est sur Gustave Flaubert. Certains d'entre vous, si vous me suivez depuis longtemps, que vous êtes assidus, savent que c'est ma némésis. C'est-à-dire que j'ai une petite histoire avec Gustave Flaubert. Autant j'adore son concept de gueuloir, pour ceux qui savent pas, grosso modo, lorsqu'il écrivait ses textes, il les gueulait dans une chambre, je crois, pour voir comment il sonnait à l'oral, en fait. Voir si les phrases tombaient bien, quoi, si ça sonnait juste. Ça, j'adore. Ça, je me dis, Flaubert, je t'aime beaucoup. Et puis, quand j'étais en cours à la fac, je pense, peut-être même au lycée déjà, tous mes camarades avaient lu Madame Bovary. Moi, j'avais jamais lu Madame Bovary. Et de ce qu'ils m'en disaient, ça me donnait archi pas envie. Donc déjà, je me suis créé un peu un truc, un a priori débile sur Flaubert en me disant: Ça a pas l'air d'être ma came du tout». Et donc, je me suis dit, comme souvent, je vous en avais déjà parlé que je faisais ça, comme souvent, quand il y a un truc comme ça qui me résiste un peu, je me dis: «Je vais le découvrir par un chemin de traverse». Donc du coup, je me suis dit: «Je vais le découvrir par une œuvre peut-être un peu moins connue de Flaubert». J'ai commencé la lecture de Salammbô, et c'est l'une des lectures qui m'a le plus marqué de ma vie. Pour vous dire, je me rappelle, et c'est vraiment très rare, je me rappelle l'endroit où j'étais et ce que j'ai ressenti et tout ça. J'étais dans le salon chez ma mère, sur le canapé, j'ai lu 60 pages et je me suis forcé de fou. C'est-à-dire que vraiment, j'ai lu 60 pages où toutes les 10 pages, le livre me tombait des mains et j'étais en mode: «Allez, non, tu peux pas juger sur 10 pages, relis encore. Allez, non, tu peux pas juger sur 20 pages, relis encore». Et vraiment, j'ai lu 60 pages, j'ai fermé le livre et je me suis dit:
je déteste Flaubert. Je me suis dit: «Flaubert, c'est pas ma came». C'est la seule lecture de ma vie que j'ai laissée de côté, je pense, à ce point. J'avais déjà laissé Crime et châtiment de Dostoïevski, mais je vous avais expliqué l'histoire qui était un peu particulière, lorsqu'on avait fait le live dessus. Et pour le coup, Crime et châtiment, j'ai giga méga kiffé. C'était trop, trop ma came. C'est juste que c'était un gros morceau à l'époque et je devais faire une fiche de lecture en cours, et cetera. Bref, je passe, l'anecdote. Donc du coup, longtemps dans ma vie, les 2 seuls livres que je n'avais pas lus jusqu'au bout, c'était Salammbô et Crime et châtiment. Crime et châtiment, je l'ai relu depuis, je l'ai relu avec vous en live également. J'adore. Et j'avais déjà adoré même si je l'avais pas fini. Salammbô, je ne l'ai jamais fini et j'ai vraiment pas l'intention d'y replonger un jour. Faut pas dire jamais, mais franchement, j'ai pas envie, très clairement. Et du coup, c'est déjà arrivé plusieurs fois ces dernières années que des gens me proposent que je lise du Flaubert en live. Et franchement, à chaque fois, ça me plombait le moral, quoi. J'étais en mode non, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Euh, une chose qu'on m'avait dit sur Madame Bovary, c'était que le sujet des textes de Flaubert, c'était un peu le vide, justement, c'était un peu le rien. Et moi, j'étais en mode trop bien, trop trop bien, c'est pile le genre de sujet que je peux trop kiffer. Sauf qu'en fait, tout dépend de la manière dont c'est fait, de la manière dont c'est approché. Et c'est typiquement le genre de thème que je peux kiffer, le vide, le rien. Sauf que dans Salammbô, vraiment, j'étais en mode non, mais là, c'est le vide, le rien, il se passe que dalle. Et genre, même le style, etc., ne me parle pas et il y a rien pour moi. Bref. Donc, j'ai fait un giga gros blocage sur Salammbô. Il faut dire aussi que, euh, petite spécificité, il me semble que Salammbô, c'est une œuvre historique. Donc, c'est un peu spécial aussi, forcément. C'est un peu différent. Je sais plus si c'est une fiction ou pas. Je crois bien que c'est une fiction quand même. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a un ressort historique qui fait que c'est peut-être aussi un peu plus lourd qu'une lecture classique ou classique. Mais vraiment, Salammbô, je ne peux pas. Et je me suis dit, Théo, t'as 30 ans. Non, en vrai, je vous l'avais un peu vendu comme ça l'an passé. Ça fait quelques mois que je me dis, allez, un jour quand même, faudra y revenir, faudra quand même retenter, redonner sa chance. Et je cherchais par quel moyen. Je me suis dit, des contes, c'est un genre que j'aime bien, le conte. C'est un genre qui est facile, qui est pas très très long. Euh, donc il y a 3 contes. Je compte faire 3 lives. Un live par conte. Je me dis, c'est une bonne manière de retourner vers Flaubert, de lui tendre la main. Et pourquoi pas, si j'apprécie cette lecture, à entamer une œuvre un peu plus imposante, peut-être Madame Bovary du coup. Mais c'est vrai que Salammbô, je pense vraiment pas que je vais y aller. Et c'est vrai que, malgré tout, j'ai quand même une certaine appréhension à la lecture de Flaubert, parce que, de prime abord, je me dis que c'est pas ma came. Euh, il me semble qu'il détestait lui-même son perso de Madame Bovary. Ah ouais? Ah, trop marrant. Je sais pas du tout, pour le coup, je m'y connais pas trop dans l'à côté du texte. Santé les amis. Et du coup, bon leur King, Cat Black. Écoutez, je pense que on va pas faire plus de cérémonie sur cette introduction. J'ai vraiment envie d'entrer le plus possible rapidement dans la forme des lives comme à l'époque. Donc je vais pas forcément vous faire un long discours sur mon retour et ceci et cela. Je vais juste vous dire très brièvement que la manière dont j'envisage les choses, c'est tester. Là, je teste, je fais un live, je verrai si à la rediffusion ça me convient ou pas la qualité. Je reverrai aussi si moi ça me satisfait de faire des lives comme ça dans la journée par exemple, parce que j'avoue que j'ai pas de créneau, mais je me dis que potentiellement les créneaux de nuit comme auparavant ça va être un peu compliqué pour les voisins potentiellement. Donc ça sera peut-être plutôt des créneaux de jour, peut-être même le matin, je sais pas trop. Euh, donc voilà, je réfléchis à tout ça, et là je suis vraiment en mode, je vais tester. Je vais tester, je vous promets pas de revenir 2 fois par semaine très régulièrement comme je faisais auparavant. Je pense que là, les lives vont être beaucoup plus à l'arrache, au moins dans un premier temps, jusqu'à ce que je trouve mes marques dans ce nouvel appartement, dans cette nouvelle configuration.
et à ce moment-là, peut-être que s'installeront de manière plus régulière, les lives de lecture et d'autres lives peut-être, mais encore une fois, dans cette idée d'y aller petit à petit, pas à pas et de bien ancrer les habitudes avant d'en prendre une nouvelle, et bien, je pense reprendre uniquement les lives de lecture dans un premier temps et ensuite les autres dans un second, si les lives de lecture se passent déjà bien pour quelque temps. Voili voilou, je pense avoir tout dit dans cette intro. Hem, je crois que j'ai parlé des shorts avant que je ne lance la VOD pour YouTube, donc j'en parle très brièvement. J'ai commencé également, comme je n'avais pas, mon PC disponible ces derniers mois, j'ai commencé à publier des shorts sur YouTube avec des petits extraits courts de mes lectures hors live, donc des lectures qui ne sont pas tombées dans le domaine public. Là, j'ai fait 4 extraits du roman Le Mur Invisible, écrit par Marlène Haushofer, et j'ai fait un extrait du roman Des Fleurs pour Algernon, écrit par Daniel Case. Donc voilà, si vous voulez des petits extraits qui durent entre 40 secondes et 2-3 minutes, vous aurez ça en shorts sur ma chaîne YouTube. Ça peut vous donner des pistes de lecture autres que les lectures, longues et intégrales que je vous propose sur la chaîne. Voili voilou. Bien, je pense avoir fait une, bonne intro bien costaude. On est parti. Sur Flaubert, 3 contes, un cœur simple. C'est donc un recueil de 3 nouvelles, 3 contes, qui sont parus sous forme d'épisodes dans des journaux, en 1877, avant d'être publiés dans leur intégralité. Et apparemment, Flaubert aurait mis près de 30 ans à écrire dans sa totalité ce recueil. Je trouve ça assez dingue. Ce qui en ferait sa dernière production avant sa mort. Il l'a publié 3 ans avant sa mort, a priori. Je trouve ça assez dingue. J'ai pas beaucoup plus d'infos. Vous savez que sur mes lives, parfois je vous donne un peu de contexte, mais j'aime bien aussi me lancer dans la lecture en fait. Moi perso, j'ai pas mal cette manière de faire. C'est plutôt me lancer dans la lecture sans trop en connaître et découvrir sur le vif, quitte à ce qu'on en cherche plus d'infos par la suite. Et puis, peut-être qu'à terme, je referai aussi ce que j'avais commencé à mettre en place l'an passé, c'est-à-dire l'étude de certains mots en particulier, l'étymologie de certains mots, l'origine de certains noms propres, etc. En fin de live, c'était un truc que j'aimais bien faire aussi, pour un petit peu faire une autre section dans ces lives de lecture et agrémenter le live de lecture. Qu'il n'y ait pas que le live de lecture, mais aussi un peu de recherche quelque part. Pour l'heure, on va vraiment se focaliser sur la lecture. Je vous invite à vous installer, à prendre à manger, à boire, à vaquer à vos occupations en toute quiétude, tandis que vous m'écoutez. Santé à tous les amis. Et nous sommes partis, on change de setup. Ça me fait vraiment trop bizarre, ça me fait vraiment trop bizarre de faire comme à l'époque. À l'époque, le mec qui parle vraiment... C'était il y a si longtemps. Donc comme je vous le disais, c'est séparé en plusieurs chapitres. D'ailleurs, je sais pas combien de chapitres je vais lire d'un coup là. C'est vrai que j'ai pas réfléchi à ça. Alors attendez. On est sur du 35 pages, donc admettons que je lise 17 pages. Ça ferait à peu près la page 24. Est-ce qu'il y a un chapitre par ici? Pas trop, hein. Pas trop. Ouais. Bon, peu importe la découpe que je fais, ça va être un peu... Ça va être un peu une découpe à l'arrache, pas très propre. Je verrai. Je verrai selon ma fatigue de voix, puisque je le rappelle, j'ai plus l'habitude de lire à voix haute. J'ai très peur de ce que ça va donner, même en termes de fatigue. Allez, trêve de bavardage et de fausses excuses pour ne pas commencer. On est parti. Bonne écoute. Trois contes écrits par Gustave Flaubert. Un cœur simple. 1. Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l'Évêque envièrent à Madame Aubin sa servante Félicité. Pour 100 francs par an, elle faisait la cuisine et le ménage,
cousait, lavait, repassait, savait brider un cheval, engraisser les volailles, battre le beurre, et resta fidèle à sa maîtresse qui, cependant, n'était pas une personne agréable. Elle avait épousé un beau garçon sans fortune, mort au commencement de 1809, en lui laissant 2 enfants très jeunes avec une quantité de dettes. Alors elle vendit ses immeubles, sauf la ferme de Touques et la ferme de Géfos, dont les rentes montaient à 5 000 francs tout au plus, et elle quitta sa maison de Saint-Melaine pour en habiter une autre moins dispendieuse, ayant appartenu à ses ancêtres et placée derrière les halles. Cette maison, revêtue d'ardoises, se trouvait entre un passage et une ruelle aboutissant à la rivière. Elle avait intérieurement des différences de niveau qui faisaient trébucher. Un vestibule étroit séparait la cuisine de la salle où madame Aubin se tenait tout le long du jour, assise près de la croisée dans un fauteuil de paille. Contre le lambris, peint en blanc, s'alignaient 8 chaises d'acajou. Un vieux piano supportait, sous un baromètre, un tas pyramidal de boîtes et de cartons. 2 bergères de tapisserie flanquaient la cheminée en marbre jaune et de style Louis XV. La pendule, au milieu, représentait un temple de Vesta, et tout l'appartement sentait un peu le moisi, car le plancher était plus bas que le jardin. Au premier étage, il y avait d'abord la chambre de madame, très grande, tendue d'un papier à fleurs pâles, et contenant le portrait de monsieur en costume de muscadin. Elle communiquait avec une chambre plus petite, où l'on voyait 2 couchettes d'enfants sans matelas. Puis venait le salon, toujours fermé, et rempli de meubles recouverts d'un drap. Ensuite, un corridor menait à un cabinet d'études. Des livres et des paperasses garnissaient les rayons d'une bibliothèque, entourant de ses 3 côtés un large bureau de bois noir. Les 2 panneaux en retour disparaissaient sous des dessins à la plume, des paysages à la gouache et des gravures d'Audran, souvenirs d'un temps meilleur et d'un luxe évanoui. Une lucarne au second étage éclairait la chambre de Félicité, ayant vue sur les prairies. Elle se levait dès l'aube pour ne pas manquer la messe et travaillait jusqu'au soir sans interruption. Puis, le dîner étant fini, la vaisselle en ordre et la porte bien close, elle enfouissait la bûche sous les cendres et s'endormait devant l'âtre, son rosaire à la main. Personne dans les marchandages ne montrait plus d'entêtement. Quant à la propreté, le poli de ses casseroles faisait le désespoir des autres servantes. Économe, elle mangeait avec lenteur et recueillait du doigt sur la table les miettes de son pain, un pain de 12 livres, cuit exprès pour elle, et qui durait 20 jours. En toute saison, elle portait un mouchoir d'indienne fixé dans le dos par une épingle, un bonnet lui cachant les cheveux, des bas gris, un jupon rouge, et par-dessus sa camisole un tablier à bavette, comme les infirmières d'hôpital. Son visage était maigre et sa voix aiguë. À 25 ans, on lui en donnait 40. Dès la cinquantaine, elle ne marqua plus aucun âge, et, toujours silencieuse, la taille droite et les gestes mesurés, semblait une femme en bois, fonctionnant d'une manière automatique. 2. Elle avait eu, comme une autre, son histoire d'amour. Son père, un maçon, s'était tué en tombant d'un échafaudage. Puis sa mère mourut, ses sœurs se dispersèrent, un fermier la recueillit et l'employa toute petite à garder les vaches dans la campagne. Elle grelottait sous des haillons, buvait à plat ventre l'eau des mares, à propos de rien était battue, et finalement fut chassée pour un vol de 30 sols qu'elle n'avait pas commis. Elle entra dans une autre ferme, y devint fille de basse-cour et, comme elle plaisait au patron, ses camarades la jalousaient. Un soir du mois d'août, elle avait alors 18 ans, ils l'entraînèrent à l'assemblée de Colville. Tout de suite, elle fut étourdie, stupéfaite par le tapage des ménétriers, les lumières dans les arbres, la bigarrure des costumes, les dentelles, les croix d'or, cette masse de monde sautant à la fois. Elle se tenait à l'écart, modestement, quand un jeune homme d'apparence cossue et qui fumait sa pipe les 2 coudes sur le timon d'un banneau vint l'inviter à danser. Vint l'inviter à la danse. Il lui paya du cidre, du café, de la galette, un foulard, et, s'imaginant qu'elle le devinait, offrit de la reconduire. Au bord d'un champ d'avoine, il la renversa brutalement. Elle eut peur et se mit à crier. Il s'éloigna. Un autre soir, sur la route de Beaumont, elle voulut dépasser un grand chariot de foin qui avançait lentement, et en frôlant les roues, elle reconnut Théodore. Il l'aborda d'un air tranquille, disant qu'il fallait tout pardonner, puisque c'était la faute de la boisson. Elle ne sut que répondre, et avait envie de s'enfuir.
Aussitôt, il parla des récoltes et des notables de la commune, car son père avait abandonné Colville pour la ferme des Échos, de sorte que maintenant il se trouvait voisin. Ah, dit-elle. Il ajouta qu'on désirait l'établir. Du reste, il n'était pas pressé, et attendait une femme à son goût. Elle baissa la tête. Alors, il lui demanda si elle pensait au mariage. Elle reprit en souriant que c'était mal de se moquer. Mais non, je vous jure. Et du bras gauche, il lui entoura la taille. Elle marchait soutenue par son étreinte. Ils se ralentirent. Le vent était mou, les étoiles brillaient, l'énorme charreté de foin oscillait devant eux. Et les 4 chevaux, en traînant leurs pas, soulevaient de la poussière. Puis, sans commandement, ils tournèrent à droite. Il l'embrassa encore une fois. Elle disparut dans l'ombre. Théodore, la semaine suivante, en obtint des rendez-vous. Ils se rencontraient au fond des cours, derrière un mur, sous un arbre isolé. Elle n'était pas innocente à la manière des demoiselles. Les animaux l'avaient instruite. Mais la raison et l'instinct de l'honneur l'empêchèrent de faillir. Cette résistance exaspéra l'amour de Théodore, si bien que pour le satisfaire, ou naïvement peut-être, il proposa de l'épouser. Elle hésitait à le croire. Il fit de grands serments. Bientôt il avoua quelque chose de fâcheux. Ses parents, l'année dernière, lui avaient acheté un homme. Mais d'un jour à l'autre on pourrait le reprendre. L'idée de servir l'effrayait. Cette couardise fut pour Félicité une preuve de tendresse, la sienne en redoubla. Elle s'échappait la nuit, et parvenue au rendez-vous, Théodore la torturait avec ses inquiétudes et ses instances. Enfin, il annonça qu'il irait lui-même à la préfecture prendre des informations, et les apporterait dimanche prochain entre 11 heures et minuit. Le moment arrivé, elle courut vers l'amoureux. À sa place, elle trouva un de ses amis. Il lui apprit qu'elle ne devait plus le revoir. Pour se garantir de la conscription, Théodore avait épousé une vieille femme très riche, Madame Léoucé, de Touques. Ce fut un chagrin désordonné. Elle se jeta par terre, poussa des cris, appela le bon Dieu, et gémit toute seule dans la campagne jusqu'au soleil levant. Puis elle revint à la ferme, déclara son intention d'en partir, et au bout du mois, ayant reçu ses comptes, elle enferma tout son petit bagage dans un mouchoir et se rendit à Pont-l'Évêque. Devant l'auberge, elle questionna une bourgeoise en capeline de veuve, et qui précisément cherchait une cuisinière. La jeune fille ne savait pas grand-chose, mais paraissait avoir tant de bonne volonté et si peu d'exigence que madame Aubin finit par dire « Soit, je vous accepte. » Félicité, un quart d'heure après, était installée chez elle. D'abord, elle y vécut dans une sorte de tremblement que lui causait le genre de la maison, et le souvenir de monsieur planant sur tout. Paul et Virginie, l'un âgé de 7 ans, l'autre de 4 à peine, lui semblaient formés d'une matière précieuse. Elle les portait sur son dos comme un cheval, et madame Aubin lui défendit de les baiser à chaque minute, ce qui la mortifia. Cependant, elle se trouvait heureuse. La douceur du milieu avait fondu sa tristesse. Tous les jeudis, des habitués venaient faire une partie de Boston. Félicité préparait d'avance les cartes et les chaufferettes. Ils arrivaient à 8 heures bien juste et se retiraient avant le coup de 11. Chaque lundi matin, le brocanteur qui logeait sous l'allée étalait par terre ses ferrailles. Puis la ville se remplissait d'un bourdonnement de voix où se mêlaient des hennissements de chevaux, des bêlements d'agneaux, des grognements de cochons, avec le bruit sec des carrioles dans la rue. Vers midi, au plus fort du marché, on voyait paraître sur le seuil un vieux paysan de haute taille, la casquette en arrière, le nez crochu, et qui était Robelin, le fermier de Géfosse. Peu de temps après, c'était Liébard, le fermier de Touques, petit, rouge, obèse, portant une veste grise et des housseaux armés d'éperons. Tous deux offraient à leurs propriétaires des poules ou des fromages. Félicité invariablement déjouait leurs astuces, et il s'en allait plein de considération pour elle. À des époques indéterminées, madame Aubin recevait la visite du marquis de Grémanville, un de ses oncles, ruiné par la crapule et qui vivait à Falaise, sur le dernier lopin de ses terres. Il se présentait toujours à l'heure du déjeuner, avec un affreux caniche dont les pattes salissaient tous les meubles. Malgré ses efforts pour paraître gentilhomme, jusqu'à soulever son chapeau chaque fois qu'il disait « Feu mon père », l'habitude l'entraînant, il se versait à boire coup sur coup et lâchait des gaillardises. Félicité le poussait dehors poliment. « Vous en avez assez, monsieur de Grémanville, à une autre fois. » Et elle refermait la porte. Elle l'ouvrait avec plaisir devant monsieur Bourré, ancien avoué.
Sa cravate blanche et sa calvitie, le jabot de sa chemise, son ample redingote brune, sa façon de priser en arrondissant le bras, tout son individu, lui prodisait ce trouble où nous jette le spectacle des hommes extraordinaires. Comme il gérait les propriétés de madame, il s'enfermait avec elle pendant des heures dans le cabinet de monsieur, et craignait toujours de se compromettre, respectait infiniment la magistrature, avait des prétentions au latin. Pour instruire les enfants d'une manière agréable, il leur fit cadeau d'une géographie en estampes. Elle représentait différentes scènes du monde, des anthropophages coiffés de plumes, un singe enlevant une demoiselle, des bédouins dans le désert, une baleine qu'on harponnait, etc. Paul donna l'explication de ces gravures à Félicité. Ce fut même toute son éducation littéraire. Celle des enfants était faite par Guillot, un pauvre diable employé à la mairie, fameux pour sa belle main, et qui repassait son canif sur sa botte. Quand le temps était clair, on s'en allait de bonne heure à la ferme de Géfos. La cour est en pente, la maison dans le milieu, et la mer, au loin, apparaît comme une tache grise. Félicité retirait de son cabas des tranches de viande froide, et on déjeunait dans un appartement faisant suite à la laiterie. Il était le seul reste d'une habitation de plaisance, maintenant disparue. Le papier de la muraille en lambeaux tremblait au courant d'air. Madame Aubin penchait son front, accablée de souvenirs. Les enfants n'osaient plus parler. Mais jouez donc, disait-elle. Il décampait. Paul montait dans la grange, attrapait des oiseaux, faisait des ricochets sur la mare, ou tapait avec un bâton les grosses futailles qui résonnaient comme des tambours. Virginie donnait à manger au lapin, se précipitait pour cueillir des bleuets, et la rapidité de ses jambes découvrait ses petits pantalons brodés. Un soir d'automne, on s'en retourna par les herbages. La lune, à son premier quartier, éclairait une partie du ciel, et un brouillard flottait comme une écharpe sur les sinuosités de la touque. Des bœufs, étendus au milieu du gazon, regardaient tranquillement ces 4 personnes passer. Dans la troisième pâture, quelques-uns se levèrent, puis se mirent en rond devant elle. « Ne craignez rien, dit Félicité, et murmurant une sorte de complainte, elle flatta sur l'échine celui qui se trouvait le plus près. Il fit volte-face, les autres l'imitèrent. Mais quand l'herbage suivant fut traversé, un beuglement formidable s'éleva. C'était un taureau que cachait le brouillard. Il avança vers les 2 femmes. Madame Aubin allait courir. Non, non, moins vite. Elle pressait le pas cependant et entendait par derrière un souffle sonore qui se rapprochait. Ses sabots, comme des marteaux, battaient l'herbe de la prairie. Voilà qu'il galopait maintenant. Félicité se retourna, et elle arrachait à 2 mains des plaques de terre qu'elle lui jetait dans les yeux. Il baissait le mufle, secouait les cornes, et tremblait de fureur en beuglant horriblement. Madame Aubin, au bout de l'herbage avec ses 2 petits, cherchait éperdue comment franchir le haut bord. Félicité reculait toujours devant le taureau, et continuellement lançait des mottes de gazon qui l'aveuglaient, tandis qu'elle criait « Dépêchez-vous, dépêchez-vous !» Madame Aubin descendit le fossé, poussa Virginie, Paul ensuite, tomba plusieurs fois en tâchant de gravir le talus, et à force de courage y parvint. Le taureau avait acculé Félicité contre une claire-voie. Sa bave lui rejaillissait à la figure. Une seconde de plus, il l'éventrait. Elle eut le temps de se couler entre 2 barreaux, et la grosse bête, toute surprise, s'arrêta. Cet événement, pendant bien des années, fut un sujet de conversation à Pont-l'Évêque. Félicité n'en tira aucun orgueil, ne se doutant même pas qu'elle eût rien fait d'héroïque. Virginie l'occupait exclusivement, car elle eut, à la suite de son effroi, une affection nerveuse, et M. Poupart, le docteur, conseilla les bains de mer de Trouville. Dans ce temps-là, il n'était pas fréquenté. Madame Aubin prit des renseignements, consulta Bourré, fit des préparatifs comme pour un long voyage. Ses colis partirent la veille, dans la charrette de Liébard. Le lendemain, il amena 2 chevaux dont l'un avait une selle de femme, muni d'un dossier de velours, et sur la croupe du second, un manteau roulé formait une manière de siège. Madame Aubin y monta derrière lui. Félicité se chargea de Virginie, et Paul enfourcha l'âne de monsieur Lechaptois, prêté sous la condition d'en avoir grand soin. La route était si mauvaise que ces 8 kilomètres exigèrent 2 heures. Les chevaux enfonçaient jusqu'au pâturon dans la boue et faisaient pour en sortir de brusques mouvements des hanches. Ou bien ils butaient contre les ornières. D'autres fois, il leur fallait sauter. La jument de Liébard, à de certains endroits, s'arrêtait tout à coup. Il attendait patiemment qu'elle se remît en marche, et il parlait des personnes dont les propriétés bordaient la route, ajoutant à leur histoire des réflexions morales. Ainsi, au milieu de Touques, comme on passait sous des fenêtres entourées de capucines,
Il dit avec un haussement d'épaule: En voilà une, Madame Le Housset, qui, au lieu de prendre un jeune homme. Félicité n'entendit pas le reste. Les chevaux trottaient, l'âne galopait, tous enfilèrent un sentier. Une barrière tourna, deux garçons parurent, et l'on descendit devant le purin sur le seuil même de la porte. La mère Liébar, en apercevant sa maîtresse, prodigua les démonstrations de joie. Elle lui servit un déjeuner où il y avait un aloyo, des tripes, du boudin, une fricassée de poulet, du cidre mousseux, une tarte aux compotes et des prunes à l'eau de vie, accompagnant le tout de politesses à madame, qui paraissait en meilleure santé. À mademoiselle devenue magnifique, à monsieur Paul singulièrement forci, sans oublier leurs grands-parents défunts que les Liébars avaient connus, étant au service de la famille depuis plusieurs générations. La ferme avait comme eux un caractère d'ancienneté. Les poutrelles du plafond étaient vermoulues, les murailles noires de fumée, les carreaux gris de poussière. Un dressoir en chêne supportait toutes sortes d'ustensiles, des brocs, des assiettes, des écuelles d'étain, des pièges à loups, des forces pour les moutons. Une seringue énorme fit rire les enfants. Pas un arbre des trois cours qui n'eût des champignons à sa base, ou dans ses rameaux une touffe de gui. Le vent en avait jeté bas plusieurs. Ils avaient repris par le milieu, et tout se fléchissait sous la quantité de leurs pommes. Les toits de paille, pareils à du velours brun et inégaux d'épaisseur, résistaient aux plus fortes bourrasques. Cependant, la charterie tombait en ruine. Madame Aubin dit qu'elle aviserait, et commanda de reharnacher les bêtes. On fut encore une demi-heure avant d'atteindre Trouville. La petite caravane mit pied à terre pour passer les écors. C'était une falaise surplombant des bateaux. Et 3 minutes plus tard, au bout du quai, on entra dans la cour de l'Agneau d'Or chez la mère David. Virginie, dès les premiers jours, se sentit moins faible, résultat du changement d'air et de l'action des bains. Elle les prenait en chemise, à défaut d'un costume, et sa bonne la rhabillait dans une cabane de douanier qui servait aux baigneurs. L'après-midi, on s'en allait avec l'âne au-delà des roches noires, du côté d'Ennequeville. Le sentier, d'abord, montait entre des terrains vallonnés comme la pelouse d'un parc, puis arrivait sur un plateau où alternaient des pâturages et des champs en labour. À la lisière du chemin, dans le fouillis des ronces, des houx se dressaient. Çà et là, un grand arbre mort faisait sur l'air bleu des zigzags avec ses branches. Presque toujours, on se reposait dans un pré, ayant Deauville à gauche, le Havre à droite, et en face la pleine mer. Elle était brillante de soleil, lisse comme un miroir, tellement douce qu'on entendait à peine son murmure. Des moineaux cachés pépiaient, et la voûte immense du ciel recouvrait tout cela. Madame Aubin, assise, travaillait à son ouvrage de couture. Virginie, près d'elle, tressait des joncs. Félicité sarclait des fleurs de lavande. Paul, qui s'ennuyait, voulait partir. D'autres fois, ayant passé la Touques en bateau, il cherchait des coquilles. La marée basse laissait à découvert des oursins, des godfish, des méduses, et les enfants couraient pour saisir des flocons d'écume que le vent emportait. Les flots endormis en tombant sur le sable se déroulaient le long de la grève, elles s'étendaient à perte de vue, mais du côté de la terre avaient pour limite les dunes la séparant du marais, large prairie en forme d'hippodrome. Quand il revenait par là, Trouville, au fond sur la pente du coteau, à chaque pas grandissait, et avec toutes ces maisons inégales semblait s'épanouir dans un désordre gai. Les jours qu'il faisait trop chaud, ils ne sortaient pas de leur chambre. L'éblouissante clarté du dehors plaquait des barres de lumière entre les lames des jalousies. Aucun bruit dans le village. En bas, sur le trottoir, personne. Ce silence épandu augmentait la tranquillité des choses. Au loin, les marteaux des calfats tamponnaient des carènes, et une brise lourde apportait la senteur du goudron. Le principal divertissement était le retour des barques. Dès qu'elles avaient dépassé les balises, elles commençaient à louvoyer. Leurs voiles descendaient aux 2 tiers des mâts, et la misaine gonflée comme un ballon, elles avançaient, glissaient dans le clapotement des vagues, jusqu'au milieu du port, où l'ancre tout à coup tombait. Ensuite, le bateau se plaçait contre le quai. Les matelots jetaient par-dessus le bordage des poissons palpitants. Une file de charrettes les attendait, et des femmes en bonnet de coton s'élançaient pour prendre les corbeilles et embrasser leur homme. Une d'elles, un jour, aborda Félicité, qui peu de temps après entra dans la chambre, toute joyeuse. Elle avait retrouvé une sœur, et Nastasie Barrette, femme Leroux, apparut tenant un nourrisson à sa poitrine, de la main droite un autre enfant, et à sa gauche un petit mousse, les poings sur les hanches et le béret sur l'oreille. Au bout d'un quart d'heure, Madame Aubin la congédia.
On les rencontrait toujours aux abords de la cuisine ou dans les promenades que l'on faisait. Le mari ne se montrait pas. Félicité se prit d'affection pour eux. Elle leur acheta une couverture, des chemises, un fourneau. Évidemment, il l'exploitait. Cette faiblesse agaçait Madame Aubin, qui d'ailleurs n'aimait pas les familiarités du neveu, car il tutoyait son fils. Et comme Virginie toussait et que la saison n'était plus bonne, elle revint à Pont-l'Évêque. Monsieur Bourré l'éclaira sur le choix d'un collège. Celui de Caen passait pour le meilleur. Paul y fut envoyé et fit bravement ses adieux, satisfait d'aller vivre dans une maison où il aurait des camarades. Madame Aubin se résigna à l'éloignement de son fils parce qu'il était indispensable. Virginie y songea de moins en moins. Félicité regrettait son tapage, mais une occupation vint la distraire. À partir de Noël, elle mena tous les jours la petite fille au catéchisme. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture. Je pense. Ouais, on va faire ça comme ça. Ah mince, j'ai pas de marque-page. J'ai pas pensé. Hop. Nous marquons une courte pause, les amis. Coucou Algo, bienvenue sur le live. Bienvenue sur le live, bienvenue sur le live. Pour le moment, ça n'a pas du tout le ton d'un conte tel que je l'aurais imaginé. Encore que le conte peut avoir ce genre de récit à raconter, on va dire, la vie à la campagne, tout ça. En vrai, c'est pas, voilà, c'est pas étrange non plus que ça ait ce nom de conte, mais à la fois, je me serais peut-être attendu à quelque chose d'autre. Je me doutais qu'il y ait de fortes chances que ce ne soient pas des contes merveilleux, avec une part de magie, de féerie, tout ça. J'aurais espéré que ce soit ça, j'avoue, malgré tout. Parce que souvent, je trouve que c'est une porte d'entrée qui m'aide avec les auteurs de ce style. Euh, c'est une entrée qui m'aide à apprécier un peu plus leur œuvre, comme avec La peau de chagrin pour Balzac. Euh, Et du coup, Nordom nous dit c'était cool, enfin le truc à la Proust, le côté champêtre, mais pas dans la pauvreté. Et ben justement, j'ai pas envie de donner d'avis trop, comment on dit, trop abrupt. Enfin, voilà, j'ai pas envie de me faire un avis trop rapidement. Mais personnellement, pour le moment, ça me rabiboche pas du tout. Ça me rabiboche pas du tout avec Flaubert. Pour le moment, je trouve que c'est un peu ce qui me faisait peur. Pour le moment, je trouve qu'il se passe vraiment R de R, que c'est chiant, et que y a zéro action. Et par action, j'entends pas qu'il me faut un film d'action avec des explosions et tout ça, pas du tout, du tout. Mais je trouve que même dans la narration, il se passe rien, quoi. Enfin, je trouve ça très plat. Comme tu dis, Nordum, c'est plan-plan, voilà. C'est ça, je trouve ça très plat. Je trouve qu'il se passe rien, qu'on avance, et que du coup, il y a un peu un truc dans la narration, dans le récit, où je me dis, je vois même pas à quoi m'attacher. Parce que instinctivement, je me dirais, bon, bah, il faut s'attacher au personnage de Félicité. J'ai l'impression que c'est plutôt elle qui est mise en avant et tout ça. Donc instinctivement, je me dirais, ok, je m'attache au personnage de Félicité. Sauf qu'à la fois, on nous en dit pas tellement de choses, je trouve. Euh, Franchement, je trouve que c'est vraiment, bah, tu vois, Algo qui dit dans le chat, Flaubert, ça rime avec Pépère. C'est un peu ça. Je trouve que c'est un style un peu ronronnant quelque part. C'est-à-dire que c'est lent, quoi. C'est très lent, ça prend vraiment son temps pour raconter des choses pas, voilà, pas géniales. Peut-être le moment fort de ce que j'ai lu pour le moment, c'était l'attaque du taureau. Et même l'attaque du taureau, au début, j'ai eu du mal à mettre l'intonation de il se passe quelque chose, parce que je lisais, j'étais en mode il se passe rien, quoi. Jusqu'à ce que je tilte. Ah oui, si, en fait, là, ils sont en train de se faire attaquer par un taureau, c'est chaud, faut peut-être que je mette un peu d'urgence dans ma voix. Mais vraiment, au début, j'étais en mode ouais, ok, ok. Je trouve que même dans la narration, c'était pas très clair que là, il se passait quelque chose de dingue. Enfin, je sais pas. Peut-être que j'y mets de la mauvaise foi. J'essaie, je vous promets.
Je vous promets que j'essaie de pas mettre de mauvaise foi et de vraiment tendre la main à Flaubert, de lui porter une oreille attentive, d'essayer de comprendre un peu ce qu'il écrit. C'est vrai que pour le moment, je suis pas emballé. Pour le moment, je suis pas emballé. Je vais pas vous mentir. Euh, Surtout que je me suis rendu compte que c'était plus long à lire que ce que j'aurais cru. Ce qui m'embête un peu. Parce que du coup, je me dis que le live d'aujourd'hui va être plus dense que ce que j'aurais cru à la base. Je pense que du coup, je vais faire 3 parties de lecture comme ça. Là, je vais vous lire une grosse dizaine de pages. Et je finirai avec ouais, encore une grosse dizaine de pages. Donc les 2 parties de lecture à venir seront un peu plus longues. Euh, Prochain drame, il court après une poule qui s'est échappée. Bah c'est ça, j'ai vraiment l'impression que ça va être ça le délire, quoi. Je sais pas. Mais en fait, c'est ça, c'est... Je trouve que... Ouais, en fait, j'ai pas de meilleure manière de le dire. Je trouve qu'il n'y a pas d'accroche. Je trouve qu'il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas de truc pour te choper, quoi. Euh, Même de pierre d'achoppement, comme on dirait. Même, il y a un moment où ça m'avait marqué. Voilà. Quand on prépare tout un chapitre, enfin tout un chapitre, j'exagère, tout un paragraphe pour nous dire que quelqu'un va nous raconter l'histoire des maisons qu'ils croisent pendant leur balade en charrette. Il commence à parler. Vraiment, c'est préparé pendant un paragraphe, quoi. Il commence à parler. Il dit juste en voilà une Madame Lehousset qui, au lieu de prendre un jeune homme, 3 petits points. Et ça s'arrête. Et directement, Félicité n'entendit pas le reste. Et du coup, moi, direct, j'étais en mode ah oui, d'accord. Donc, même quand tu commences à construire et à raconter quelque chose, direct, tu coupes l'herbe sous le pied du lecteur en mode oh bah non, en fait, ça, on va pas s'y intéresser. Je te donnais le faux espoir que là, il allait se passer quelque chose d'intéressant et que je construisais un récit en vue de te raconter telle chose. Oh bah en fait, non, je vais pas le faire. Et j'étais en mode mais quoi? Enfin, ouais. Après, en même temps, comment dire? En même temps, je me dis, sur ce passage-là précisément, c'est tellement gros que c'est peut-être justement le signe du style de l'auteur, du style de Flaubert et voilà, de l'intention de Flaubert. De vraiment nous dire, bah en fait, c'est pas raconter des histoires qui m'intéressent, entre guillemets. Enfin, comprenez-moi bien, hein, raconter des histoires dans le sens drama, donc drama, le sens d'action. Donc voilà. Et du coup, bonjour Oumaï, ou Oumei, je sais pas comment prononcer ton pseudo. Bienvenue parmi nous. Bonjour également Astra, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez tous bien. Je n'ai jamais lu de Mirbeau, ni en live, ni hors live d'ailleurs. Et n'hésitez pas à me donner des noms, parce que ma liste de lecture à venir en live diminue pas mal. J'ai plus beaucoup d'œuvres de côté. Donc, je vais devoir me refournir bientôt. Donc, si vous voulez faire des suggestions de prochaines lectures de prochains auteurs, vous êtes dans les timings pour que je puisse acheter l'œuvre en question. Bah, franchement, faut voir, parce que le genre de longueur que tu décris, Nordom, une page entière pour décrire une casquette dans Madame Bovary, par exemple, parfois ça peut ne pas me déranger. J'ai lu du Balzac, j'ai lu du Proust. D'ailleurs, Proust, j'ai beaucoup aimé, moi. Donc, j'ai lu du Balzac, j'ai lu du Proust. Même Victor Hugo, des fois, il fait des tirades de. On se rappelle du début de L'Homme qui rit que j'ai lu en live, hein. Des fois, au début de L'Homme qui rit, c'est très dense. Il y a 20 pages sur euh, les lords anglais, sur comment fonctionne un bateau et la navigation du bateau et tout ça. Donc, des fois, il y a des trucs vraiment denses, longs, et pourtant, ça passe bien, je trouve. Mais là, euh, mais là, j'ai du mal. Quels sont mes livres préférés? Waouh! C'est le genre de question assassine pour moi, ça. Euh, Le truc, c'est que j'ai trop de livres préférés. C'est vraiment compliqué pour moi, ce genre de question. J'ai trop de livres préférés parce que je trouve que dans tous les genres, il y a des choses intéressantes. Si je te lis très brièvement, là, comme ça, j'ai pas trop à réfléchir. Les livres que j'avais mis dans la catégorie livres pour une île déserte sur le site Babelio, j'avais mis Alice au pays des merveilles, le cycle de fondation d'Isaac Asimov, Le vieil homme et la mer, Hemingway,
Crime et châtiment de Dostoïevski, L'homme qui rit de Victor Hugo, Le cycle des princes d'ambre de Roger Zelazny. Mais vraiment, c'est difficile pour moi de donner des préférences, j'avoue. Euh, et si je classe là sur Babelio devant vous, devant vos yeux ébahis, si je classe brièvement les œuvres sur lesquelles j'ai mis 5, bon, en vrai, il y en a beaucoup parce que j'ai lu 764 livres sur Babelio, mais il y a par exemple l'œuvre de Lovecraft, l'œuvre de Lemony Snicket, Frankenstein, Des fleurs pour Algernon, Le parfum de Patrick Suskind, 1984, George Orwell, Les annales du disque monde de Terry Pratchett, Les Thanatonautes de Werber, toute l'œuvre de Zelazny, en vrai quasiment toute l'œuvre d'Asimov aussi. Franchement, j'ai beaucoup d'œuvres que j'aime, hein. La peau de chagrin de Balzac. Non, franchement, il y a beaucoup de trucs que je kiffe, je vous avoue. Je vous avoue. C'est difficile pour moi de dire des préférences. Euh, Ouais, si, il y a mon lien Babelio carrément. Si vous voulez jeter un œil, la commande c'est Babelio, sinon je peux vous l'envoyer. Attendez, hop. Il y a mon lien Babelio si vous voulez voir un petit peu ma bibliothèque. Moi j'aime bien Martine à la plage. C'est un style, c'est un style. Mais par exemple, tu vois, sur Babelio, j'ai mis aussi mes mangas, mes comics, mes BD préférés, parce que vraiment, j'aime bien lire un peu de tout, quoi. J'aime bien lire varié. Et du coup, non, je n'ai jamais lu Les Misérables de Victor Hugo. J'avoue que Victor Hugo, en fait, à part L'homme qui rit, je crois que j'ai rien lu. Ça manque à ma... Ça manque à ma culture. Mais si je retourne vers du Victor Hugo un jour, j'aimerais bien lire sa poésie, je crois. Les Contemplations, il me semble. Donc, euh, donc j'avoue que j'irais sur autre chose que Les Misérables. Les Misérables, là, comme ça, de prime abord, ça me botte pas trop, j'avoue. Enfin, trêve de bavardage, puisque la lecture du jour ne va pas être non plus si longue que ça, je pense. Donc, je crois qu'il est l'heure de poursuivre. Je prends une petite lampée. Je sens que je ne suis plus très habitué à l'exercice parce que j'ai quand même la voix déjà un petit peu éraillée alors que ça fait pas si longtemps que je lis. Il va falloir que je me réhabitue à cet exercice de lecture à voix haute. Et ma foi, je vous souhaite une bonne écoute à tous, bonne écoute Nordom, bonne écoute Algo, Astra Blue, Moumaï. Je ne sais pas qui est resté, peut-être 4 Black encore. Euh, En tout cas, bonne écoute à tous, que vous me regardiez en live sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Et à dans quelques petites minutes, à la fin du chapitre 3, pour une dernière pause. 3. Quand elle avait fait à la porte une génuflexion, elle s'avançait sous la haute nef entre la double ligne des chaises, ouvrait le banc de Madame Aubin, s'asseyait et promenait ses yeux autour d'elle. Les garçons à droite, les filles à gauche, emplissaient les stalles du chœur. Le curé se tenait debout près du lutrin. Sur un vitrail de l'abside, le Saint-Esprit dominait la Vierge. Un autre la montrait à genoux devant l'enfant Jésus. Et derrière le tabernacle, un groupe en bois représentait Saint Michel terrassant le dragon. Le prêtre fit d'abord un abrégé de l'histoire sainte. Elle croyait voir le paradis, le déluge, la tour de Babel, des villes en flammes, des peuples qui mouraient, des idoles renversées. Et elle garda de cet éblouissement le respect du Très-Haut et la crainte de sa colère. Puis, elle pleura en écoutant la Passion. Pourquoi l'avait-il crucifié, lui qui chérissait les enfants, nourrissait les foules, guérissait les aveugles, et avait voulu, par douceur, naître au milieu des pauvres sur le fumier d'une étable? Les semailles, les moissons, les pressoirs, toutes ces choses familières dont parle l'Évangile, se trouvaient dans sa vie. Le passage de Dieu les avait sanctifiées. Et elle aima plus tendrement les agneaux par amour de l'agneau, les colombes à cause du Saint-Esprit. Elle avait peine à imaginer sa personne, car il n'était pas seulement oiseau, mais encore un feu, et d'autres fois un souffle. C'est peut-être sa lumière qui voltige la nuit au bord des marécages, son haleine qui pousse les nuées, sa voix qui rend les cloches harmonieuses. Et elle demeurait dans une adoration, jouissant de la fraîcheur des murs et de la tranquillité de l'église. Quant au dogme, elle n'y comprenait rien, ne tâcha même pas de comprendre. Le curé discourait, les enfants récitaient, elle finissait par s'endormir, et se réveillait tout à coup,
quand ils faisaient en s'en allant claquer leurs sabots sur les dalles. Ce fut de cette manière, à force de l'entendre, qu'elle apprit le catéchisme, son éducation religieuse ayant été négligée dans sa jeunesse. Et dès lors, elle imita toutes les pratiques de Virginie, jeûnait comme elle, se confessait avec elle. À la fête Dieu, elles firent ensemble un reposoir. La première communion la tourmentait d'avance. Elle s'agita pour les souliers, pour le chapelet, pour le livre, pour les gants. Avec quel tremblement elle aida sa mère à l'habiller. Pendant toute la messe, elle éprouva une angoisse. Monsieur Bourré lui cachait un côté du cœur, mais juste en face, le troupeau des vierges portant des couronnes blanches par-dessus leurs voiles abaissés formait comme un champ de neige. Et elle reconnaissait de loin la chère petite à son cou plus mignon et à son attitude recueillie. La cloche tinta, les têtes se courbèrent, il y eut un silence. Aux éclats de l'orgue, les chantres et la foule entonnèrent l'Agnus Dei, puis le défilé des garçons commença, et après eux, les filles se levèrent. Pas à pas, et les mains jointes, elles allaient vers l'autel tout illuminé, s'agenouillaient sur la première marche, recevaient l'hostie successivement, et dans le même ordre revenaient à leur prie-dieu. Quand ce fut le tour de Virginie, Félicité se pencha pour la voir, et avec l'imagination que donnent les vraies tendresses, il lui sembla qu'elle était elle-même cet enfant. Sa figure devenait la sienne, sa robe l'habillait, son cœur lui battait dans la poitrine. Au moment d'ouvrir la bouche, en fermant les paupières, elle manqua s'évanouir. Le lendemain, de bonne heure, elle se présenta dans la sacristie pour que monsieur le curé lui donnât la communion. Elle la reçut dévotement, mais n'y goûta pas les mêmes délices. Madame Aubin voulait faire de sa fille une personne accomplie, et comme Guillot ne pouvait lui montrer ni l'anglais ni la musique, elle résolut de la mettre en pension chez les Ursulines d'Honfleur. L'enfant n'objecta rien. Félicité soupirait, trouvant madame insensible. Puis elle songea que sa maîtresse, peut-être, avait raison. Ces choses dépassaient sa compétence. Enfin, un jour, une vieille tapissière s'arrêta devant la porte, et il en descendit une religieuse qui venait chercher mademoiselle. Félicité monta les bagages sur l'impériale, fit des recommandations au cocher, et plaça dans le coffre 6 pots de confiture et une douzaine de poires, avec un bouquet de violettes. Virginie, au dernier moment, fut prise d'un grand sanglot. Elle embrassait sa mère qui la baisait au front en répétant « Allons, du courage, du courage !» Le marchepied se releva, la voiture partit. Alors madame Aubin eut une défaillance. Et le soir, tous ses amis, le ménage Lormeau, madame Lechaptois, ces demoiselles Rochefeuille, monsieur de Houppeville et Bourret, se présentèrent pour la consoler. La privation de sa fille lui fut d'abord très douloureuse. Mais 3 fois la semaine, elle en recevait une lettre. Les autres jours, lui écrivait, se promenait dans son jardin, lisait un peu, et de cette façon comblait le vide des heures. Le matin, par habitude, Félicité entrait dans la chambre de Virginie, regardait les murailles. Elle s'ennuyait de n'avoir plus à peigner ses cheveux, à lui lasser ses bottines, à l'aborder dans son lit, et de ne plus voir continuellement sa gentille figure, de ne plus la tenir par la main quand elles sortaient ensemble. Dans son désœuvrement, elle essaya de faire de la dentelle. Ses doigts trop lourds cassaient les fils. Elle n'entendait à rien, avait perdu le sommeil, suivant son mot, était minée. Pour se dissiper, elle demanda la permission de recevoir son neveu Victor. Il arrivait le dimanche après la messe, les joues roses, la poitrine nue, et sentant l'odeur de la campagne qu'il avait traversée. Tout de suite, elle dressait son couvert. Ils déjeunaient l'un en face de l'autre, et, mangeant elle-même le moins possible pour épargner la dépense, elle le bourrait tellement de nourriture qu'il finissait par s'endormir. Au premier coup des vêpres, elle le réveillait, brossait son pantalon, nouait sa cravate, et se rendait à l'église, appuyée sur son bras dans un orgueil maternel. Ses parents le chargeaient toujours d'en tirer quelque chose, soit un paquet de cassonade, du savon, de l'eau-de-vie, parfois même de l'argent. Il apportait ses nippes à raccommoder, et elle acceptait cette besogne, heureuse d'une occasion qui le forçait à revenir. Au mois d'août, son père l'emmena au cabotage. C'était l'époque des vacances. L'arrivée des enfants la consola, mais Paul devenait capricieux, et Virginie n'avait plus l'âge d'être tutoyée, ce qui mettait une gêne, une barrière entre elles. Victor alla successivement à Morlaix, à Dunkerque et à Brighton. Au retour de chaque voyage, il lui offrait un cadeau. La première fois, ce fut une boîte en coquille, la seconde, une tasse à café, la troisième, un grand bonhomme en pain d'épices. Il embellissait, avait la taille bien prise, un peu de moustache, de bons yeux francs, et un petit chapeau de cuir, placé en arrière comme un pilote. Il l'amusait en lui racontant des histoires mêlées de termes marins. Un lundi, 14 juillet 1819,
Elle n'oublia pas la date. Victor annonça qu'il était engagé au long cours, et, dans la nuit du surlendemain, par le paquebot de Honfleur, irait rejoindre sa goélette qui devait démarrer du Havre prochainement. Il serait peut-être 2 ans parti. La perspective d'une telle absence désola Félicité, et pour lui dire encore adieu, le mercredi soir, après le dîner de madame, elle chaussa des galoches et avala les 4 lieues qui séparent Pont-l'Évêque de Honfleur. Quand elle fut devant le calvaire, au lieu de prendre à gauche, elle prit à droite, se perdit dans des chantiers et revint sur ses pas. Des gens qu'elle accosta l'engagèrent à se hâter. Elle fit le tour du bassin rempli de navires, se heurtait contre des amarres. Puis le terrain s'abaissa, des lumières s'entrecroisèrent, et elle se crut folle, en apercevant des chevaux dans le ciel. Au bord du quai, d'autres hennissaient, effrayés par la mer. Un palan qui les enlevait les descendait dans un bateau, où des voyageurs se bousculaient entre les barriques de cidre, les paniers de fromage, les sacs de grains. On entendait chanter des poules, le capitaine jurait, et un mousse restait accoudé sur le bossoir, indifférent à tout cela. Félicité, qui ne l'avait pas reconnu, criait « Victor !» Il leva la tête. Elle s'élançait, quand on retira l'échelle tout à coup. Le paquebot, que des femmes allaient en chantant, sortit du port. Sa membrure craquait, les vagues pesantes fouettaient sa proue. La voile avait tourné, on ne vit plus personne, et sur la mer argentée par la lune, il faisait une tache noire qui pâlissait toujours, s'enfonça, disparut. Félicité, en passant près du calvaire, voulut recommander à Dieu ce qu'elle chérissait le plus, et elle pria pendant longtemps, debout, la face baignée de pleurs, les yeux vers les nuages. La ville dormait, des douaniers se promenaient, et de l'eau tombait sans discontinuer par les trous de l'écluse, avec un bruit de torrent. 2 heures sonnèrent. Le parloir n'ouvrirait pas avant le jour. Un retard, bien sûr, contrarierait madame, et, malgré son désir d'embrasser l'autre enfant, elle s'en retourna. Les filles de l'auberge s'éveillaient, comme elle entrait dans Pont-l'Évêque. Le pauvre gamin, durant des mois, allait donc rouler sur les flots. Ses précédents voyages ne l'avaient pas effrayé. De l'Angleterre et de la Bretagne, on revenait, mais l'Amérique, les colonies, les îles, cela était perdu dans une région incertaine, à l'autre bout du monde. Dès lors, Félicité pensa exclusivement à son neveu. Les jours de soleil, elle se tourmentait de la soif. Quand il faisait de l'orage, craignait pour lui la foudre. En écoutant le vent qui grondait dans la cheminée et emportait les ardoises, elle le voyait battu par cette même tempête, au sommet d'un mât fracassé, tout le corps en arrière sous une nappe d'écume. Ou bien, souvenir de la géographie en estampe, il était mangé par les sauvages, pris dans un bois par des singes, se mourait le long d'une plage déserte. Et jamais elle ne parlait de ses inquiétudes. Madame Aubin en avait d'autres sur sa fille. Les bonnes sœurs trouvaient qu'elle était affectueuse, mais délicate. La moindre émotion l'énervait. Il fallut abandonner le piano. Sa mère exigeait du couvent une correspondance réglée. Un matin que le facteur n'était pas venu, elle s'impatienta, et elle marchait dans la salle de son fauteuil à la fenêtre. C'était vraiment extraordinaire. Depuis 4 jours, pas de nouvelles. Pour qu'elle se consolât par son exemple, Félicité lui dit « Moi, madame, voilà 6 mois que je n'en ai reçu. » « De qui donc ?» La servante répliqua doucement. « Mais de mon neveu ?»« Ah, votre neveu !» Et haussant les épaules, madame Aubin reprit sa promenade, ce qui voulait dire « Je n'y pensais pas. Au surplus, je m'en moque. Un mousse, un gueux, belle affaire. Tandis que ma fille. Songez donc. » Félicité, bien que nourrie dans la rudesse, fut indignée contre madame, puis oublia. Il lui paraissait tout simple de perdre la tête à l'occasion de la petite. Les 2 enfants avaient une importance égale, un lien de son cœur les unissait, et leur destinée devait être la même. Le pharmacien lui apprit que le bateau de Victor était arrivé à la Havane. Il avait lu ce renseignement dans une gazette. À cause des cigares, elle imaginait la Havane un pays où l'on ne fait pas autre chose que de fumer, et Victor circulait parmi les nègres dans un nuage de tabac. Pouvait-on, en cas de besoin, s'en retourner par terre? À quelle distance était-ce de Pont-l'Évêque? Pour le savoir, elle interrogea M. Bourré. Il atteignit son atlas, puis commença des explications sur les longitudes, et il avait un beau sourire de cuistre devant l'ahurissement de Félicité. Enfin, avec son porte-crayon, il indiqua dans les découpures d'une tache ovale un point noir, imperceptible, en ajoutant « Voici ». Elle se pencha sur la carte, ce réseau de lignes coloriées fatiguait sa vue, sans lui rien apprendre, et Bourré l'invitant à dire ce qui l'embarrassait, elle le pria de lui montrer la maison où demeurait Victor. Bourré leva les bras, il éternua, rit énormément. Une candeur pareille excitait sa joie, et Félicité n'en comprenait pas le motif, elle qui s'attendait peut-être à voir jusqu'au portrait de son neveu, tant son intelligence était bornée.
Ce fut 15 jours après que Liébar, à l'heure du marché comme d'habitude, entra dans la cuisine et lui remit une lettre qu'envoyait son beau-frère. Ne sachant lire aucun des deux, elle eut recours à sa maîtresse. Madame Aubin, qui comptait les mailles d'un tricot, le posa près d'elle, décacheta la lettre, tressaillit et d'une voix basse, avec un regard profond. C'est un malheur qu'on vous annonce. Votre neveu. Il était mort. On n'en disait pas davantage. Félicité tomba sur une chaise, en s'appuyant la tête à la cloison, et ferma ses paupières qui devinrent roses tout à coup. Puis, le front baissé, les mains pendantes, l'œil fixe, elle répétait par intervalles. Pauvre petit gars, pauvre petit gars. Liébar la considérait en exhalant des soupirs. Madame Aubin tremblait un peu. Elle lui proposa d'aller voir sa sœur à Trouville. Félicité répondit par un geste qu'elle n'en avait pas besoin. Il y eut un silence. Le bonhomme Liébar jugea convenable de se retirer. Alors elle dit ça ne leur fait rien à eux. Sa tête retomba, et machinalement elle soulevait de temps à autre les longues aiguilles sur la table à ouvrage. Des femmes passèrent dans la cour avec un bar, d'où dégouttelait du linge. En les apercevant par les carreaux, elle se rappela sa lessive. L'ayant coulée la veille, il fallait aujourd'hui la rincer, et elle sortit de l'appartement. Sa planche et son tonneau étaient au bord de la touque. Elle jeta sur la berge un tas de chemises, retroussa ses manches, prit son battoir, et les coups forts qu'elle donnait s'entendaient dans les autres jardins à côté. Les prairies étaient vides, le vent agitait la rivière, au fond, de grandes herbes s'y penchaient, comme des chevelures de cadavres flottant dans l'eau. Elle retenait sa douleur, jusqu'au soir fut très brave, mais dans sa chambre, elle s'y abandonna, à plat ventre sur son matelas, le visage dans l'oreiller, et les deux poings contre les tempes. Beaucoup plus tard, par le capitaine de Victor lui-même, elle connut les circonstances de sa fin. On l'avait trop saigné à l'hôpital pour la fièvre jaune. 4 médecins le tenaient à la fois. Il était mort immédiatement, et le chef avait dit « Bon, encore un ». Ses parents l'avaient toujours traité avec barbarie. Elle aima mieux ne pas les revoir, et ils ne firent aucune avance par oubli ou endurcissement de misérable. Virginie s'affaiblissait. Des oppressions, de la toux, une fièvre continuelle et des marbrures aux pommettes décelaient quelque affection profonde. Monsieur Poupart avait conseillé un séjour en Provence. Madame Aubin s'y décida, et eut tout de suite repris sa fille à la maison sans le climat de Pont-l'Évêque. Elle fit un arrangement avec un loueur de voitures, qui la menait au couvent chaque mardi. Il y a dans le jardin une terrasse d'où l'on découvre la Seine. Virginie s'y promenait à son bras sur les feuilles de pampre tombées. Quelquefois le soleil, traversant les nuages, la forçait à cligner ses paupières, pendant qu'elle regardait les voiles au loin et tout l'horizon, depuis le château de Tancarville jusqu'au phare du Havre. Ensuite, on se reposait sous la tonnelle. Sa mère s'était procuré un petit fût d'excellent vin de Malaga, et riant à l'idée d'être grise, elle en buvait 2 doigts, pas davantage. Ses forces reparurent. L'automne s'écoula doucement. Félicité rassurait Madame Aubin. Mais un soir qu'elle avait été aux environs faire une course, elle rencontra devant la porte le cabriolet de Monsieur Poupart, et il était dans le vestibule. Madame Aubin nouait son chapeau. Donnez-moi ma chaufferette, ma bourse, mes gants. Plus vite donc. Virginie avait une fluxion de poitrine. C'était peut-être désespéré. Pas encore, dit le médecin. Et tous deux montèrent dans la voiture sous des flocons de neige qui tourbillonnaient. La nuit allait venir. Il faisait très froid. Félicité se précipita dans l'église pour allumer un cierge. Puis elle courut après le cabriolet, qu'elle rejoignit 1 heure plus tard, sauta légèrement par derrière, où elle se tenait aux torsades, quand une réflexion lui vint. La cour n'était pas fermée, si des voleurs s'introduisaient. Et elle descendit. Le lendemain, dès l'aube, elle se présenta chez le docteur. Il était rentré et reparti à la campagne. Puis elle resta dans l'auberge, croyant que des inconnus apporteraient une lettre. Enfin, au petit jour, elle prit la diligence de Lisieux. Le couvent se trouvait au fond d'une ruelle escarpée. Vers le milieu, elle entendit des sons étranges, un glas de mort. C'est pour d'autres, pensa-t-elle, et Félicité tira violemment le marteau. Au bout de plusieurs minutes, des savates se traînèrent, la porte s'entrebâilla, et une religieuse parut. La bonne sœur, avec un air de componction, dit qu'elle venait de passer. En même temps, le glas de Saint-Léonard redoublait. Félicité parvint au second étage. Dès le seuil de la chambre, elle aperçut Virginie étalée sur le dos, les mains jointes, la bouche ouverte, et la tête en arrière sous une croix noire s'inclinant vers elle, entre les rideaux immobiles moins pâles que sa figure.
Madame Aubin, au pied de la couche qu'elle tenait dans ses bras, poussait des hoquets d'agonie. La supérieure était debout à droite. 3 chandeliers sur la commode faisaient des taches rouges, et le brouillard blanchissait les fenêtres. Des religieuses emportèrent Madame Aubin. Pendant 2 nuits, Félicité ne quitta pas la morte. Elle répétait les mêmes prières, jetait de l'eau bénite sur les draps, revenait s'asseoir et la contemplait. À la fin de la première veille, elle remarqua que la figure avait jauni, les lèvres bleuirent. Le nez se pinçait, les yeux s'enfonçaient. Elle les baisa plusieurs fois et n'eut pas éprouvé un immense étonnement si Virginie les eut rouverts. Pour de pareilles âmes, le surnaturel est tout simple. Elle fit sa toilette, l'enveloppa de son linceul, la descendit dans sa bière, lui posa une couronne, étala ses cheveux. Ils étaient blonds et extraordinaires de longueur à son âge. Félicité en coupa une grosse mèche dont elle glissa la moitié dans sa poitrine, résolue à ne jamais s'en dessaisir. Le corps fut ramené à Pont-l'Évêque, suivant les intentions de Madame Aubin, qui suivait le corbillard dans une voiture fermée. Après la messe, il fallut encore 3 quarts d'heure pour atteindre le cimetière. Paul marchait en tête et sanglotait. Monsieur Bourré était derrière. Ensuite, les principaux habitants, les femmes couvertes de mantes noires et Félicité. Elle songeait à son neveu, et n'ayant pu lui rendre ses honneurs, avait un surcroît de tristesse, comme si on l'eût enterré avec l'autre. Le désespoir de Madame Aubin fut illimité. D'abord, elle se révolta contre Dieu, le trouvant injuste de lui avoir pris sa fille, elle qui n'avait jamais fait de mal et dont la conscience était si pure. Mais non, elle aurait dû l'emporter dans le Midi. D'autres docteurs l'auraient sauvée. Elle s'accusait, voulait la rejoindre, criait en détresse au milieu de ses rêves. Un surtout l'obsédait. Son mari, costumé comme un matelot, revenait d'un long voyage et lui disait en pleurant qu'il avait reçu l'ordre d'emmener Virginie. Alors ils se concertaient pour découvrir une cachette quelque part. Une fois, elle rentra du jardin, bouleversée. Tout à l'heure, elle montrait l'endroit. Le père et la fille lui étaient apparus l'un auprès de l'autre, et ils ne faisaient rien. Il la regardait. Pendant plusieurs mois, elle resta dans sa chambre, inerte. Félicité la sermonnait doucement. Il fallait se conserver pour son fils, et pour l'autre, en souvenir d'elle. Elle, reprenait Madame Aubin, comme se réveillant. Ah oui, oui, vous ne l'oubliez pas. Allusion au cimetière qu'on lui avait scrupuleusement défendu. Félicité tous les jours s'y rendait. À 4 heures précises, elle passait au bord des maisons, montait la côte, ouvrait la barrière et arrivait devant la tombe de Virginie. C'était une petite colonne de marbre rose, avec une dalle dans le bas, et des chaînes autour enfermant un jardinet. Les plates-bandes disparaissaient sous une couverture de fleurs. Elle arrosait leurs feuilles, renouvelait le sable, se mettait à genoux pour mieux labourer la terre. Madame Aubin, quand elle put y venir, en éprouva un soulagement, une espèce de consolation. Puis des années s'écoulèrent, toutes pareilles et sans autres épisodes que le retour des grandes fêtes, Pâques, l'Assomption, la Toussaint. Des événements intérieurs faisaient une date où l'on se reportait plus tard. Ainsi, en 1825, 2 vitriers badigeonnèrent le vestibule. En 1827, une portion du toit, tombant dans la cour, faillit tuer un homme. L'été de 1828, ce fut à madame d'offrir le pain béni. Bourré, vers cette époque, s'absenta mystérieusement. Et les anciennes connaissances peu à peu s'en allèrent. Guillot, Liébard, madame Le Chaptois, Robelin, l'oncle Grémanville, paralysé depuis longtemps. Une nuit, le conducteur de la Malle-Poste annonça dans Pont-l'Évêque la Révolution de Juillet. Un sous-préfet nouveau, peu de jours après, fut nommé. Le baron de Larsonnière, ex-consul en Amérique, et qui avait chez lui, outre sa femme, sa belle-sœur avec 3 demoiselles, assez grandes déjà. On les apercevait sur leur gazon, habillées de blouses flottantes. Elles possédaient un nègre et un perroquet. Madame Aubin eut leur visite et ne manqua pas de la rendre. Du plus loin qu'elle paraissait, Félicité accourait pour la prévenir. Mais une chose était seule capable de l'émouvoir, les lettres de son fils. Il ne pouvait suivre aucune carrière étant absorbé dans les estaminets. Elle lui payait ses dettes, il en refaisait d'autres, et les soupirs que poussait Madame Aubin, en tricotant près de la fenêtre, arrivaient à Félicité qui tournait son rouet dans la cuisine. Elles se promenaient ensemble le long de l'espalier, et causaient toujours de Virginie, se demandant si telle chose lui aurait plu, en telle occasion ce qu'elle eût dit probablement. Toutes ces petites affaires occupaient un placard dans la chambre à 2 lits. Madame Aubin les inspectait le moins souvent possible. Un jour d'été, elle se résigna, et des papillons s'envolèrent de l'armoire. Ses robes étaient en ligne sous une planche où il y avait 3 poupées, des cerceaux, un ménage, la cuvette qui lui servait. Elles retirèrent également les jupons, les bas, les mouchoirs, et les étendirent sur les 2 couches avant de les replier.
Le soleil éclairait ces pauvres objets, en faisait voir les taches et des plis formés par les mouvements du corps. L'air était chaud et bleu, un merle gazouillait, tout semblait vivre dans une douceur profonde. Elles retrouvèrent un petit chapeau de peluche à longs poils, couleur marron, mais il était tout mangé de vermine. Félicité le réclama pour elle-même. Leurs yeux se fixèrent l'une sur l'autre, s'emplirent de larmes. Enfin la maîtresse ouvrit ses bras, la servante s'y jeta, et elles s'étreignirent, satisfaisant leur douleur dans un baiser qui les égalisait. C'était la première fois de leur vie, Madame Aubin n'étant pas d'une nature expansive. Félicité lui en fut reconnaissante comme d'un bienfait, et désormais la chérit avec un dévouement bestial et une vénération religieuse. La bonté de son cœur se développa. Quand elle entendait dans la rue les tambours d'un régiment en marche, elle se mettait devant la porte avec une cruche de cidre et offrait à boire aux soldats. Elle soigna des colériques, elle protégeait les Polonais, et même il y en eut un qui déclarait la vouloir épouser. Mais ils se fâchèrent, car un matin, en rentrant de l'Angélus, elle le trouva dans sa cuisine où il s'était introduit et accommodé une vinaigrette qu'il mangeait tranquillement. Après les Polonais, ce fut le père Kolmich, un vieillard passant pour avoir fait des horreurs en 93. Il vivait au bord de la rivière, dans les décombres d'une porcherie. Les gamins le regardaient par les fentes du mur et lui jetaient des cailloux qui tombaient sur son grabat, où il gisait continuellement secoué par un catarrhe, avec des cheveux très longs, les paupières enflammées, et au bras une tumeur plus grosse que sa tête. Elle lui procura du linge, tâcha de nettoyer son bouge, rêvait à l'établir dans le fournil, sans qu'il gênât madame. Quand le cancer eut crevé, elle le pensa tous les jours, quelquefois lui apportait de la galette, le plaçait au soleil sur une botte de paille, et le pauvre vieux, en bavant et en tremblant, la remerciait de sa voix éteinte, craignait de la perdre, allongeait les mains dès qu'il la voyait s'éloigner. Il mourut. Elle fit dire une messe pour le repos de son âme. Ce jour-là, il lui advint un grand bonheur. Au moment du dîner, le nègre de madame de Larsonnière se présenta, tenant le perroquet dans sa cage, avec le bâton, la chaîne et le cadenas. Un billet de la baronne annonçait à madame Aubin que, son mari étant élevé à une préfecture, il partait le soir, et elle la priait d'accepter cet oiseau, comme un souvenir et en témoignage de ses respects. Il occupait depuis longtemps l'imagination de Félicité, car il venait d'Amérique, et ce mot lui rappelait Victor, si bien qu'elle s'en informait auprès du nègre. Une fois même, elle avait dit « C'est madame qui serait heureuse de la voir. » Le nègre avait redit le propos à sa maîtresse qui, ne pouvant l'emmener, s'en débarrassait de cette façon. Et c'est la fin du chapitre 3. Nous nous marquons une courte pause. Piou! C'est quand même costaud, hein. On va pas se mytho. C'est quand même bien costaud. Mais, je suis un peu plus centré dedans que lors du chapitre 1 et 2. Parce que là, je commence à me faire au rythme, je pense. Et aussi parce que quand même, il s'est passé pas mal de choses, en fait. Ben, en vrai, il s'est passé pas mal de choses. Tu vois, tu dis un peu de drama enfin avec un mort et un cancer, mais en fait, c'est ça. C'est ça qui est intéressant, du coup, je trouve là. C'est que c'est comme si c'était une narration très calme, très plate, où il se passe pas grand-chose, encore une fois. Mais les seuls éléments saillants, les seuls éléments qu'on remarque, les seuls éléments qui sont mis en lumière, c'est justement des éléments tragiques. C'est des morts, des pertes, etc. Ce qui fait que ça dresse un portrait comme si quelque part Félicité et même dans une certaine mesure sa maîtresse Madame Aubin, comme si en fait leur vie n'était faite que de drames, quoi. Ou plutôt comme si leur vie n'était faite que d'un encéphalogramme plat avec une fois de temps en temps un pic de tristesse, quoi, un pic de drame. Donc ça donne presque l'impression qu'ils ont pas de joie, quoi. Même si quand elle a amené la petite fille au catéchisme, ça l'a marqué, et ça lui a fait éprouver quelque chose. C'est peut-être le seul truc vraiment très joyeux et intense qu'on nous dit qu'elle ait ressenti. Mais je trouve que globalement, le paysage qui nous est plutôt dépeint, c'est vraiment une vie euh, très très tranquille, semée de petits dramas, enfin petits dramas, voilà, de petits événements tragiques, quoi.
Et du coup, je trouve que ça donne une ambiance très particulière. Je trouve que, ouais, on peut entrer en empathie, on peut avoir une certaine tendresse, hem, une tendresse triste comme ça, à se dire: «Waouh, ah ouais, d'accord, vraiment il leur arrive rien et en plus quand il leur arrive des trucs, c'est horrible». Donc quelque part, on entre un peu en empathie avec les personnages, je trouve. Le procédé d'écriture comme ça, de faire qu'il ne se passe pas grand-chose, fait que quand même on peut, ouais, entrer en empathie comme ça avec le personnage sur ces événements tragiques. Donc c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même, c'est quand même pas, ma lecture préférée, de l'année, hein, je vous avoue, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Hem, je le redis très brièvement, je vais pas m'appesantir là-dessus. Vous n'êtes certainement pas sans avoir remarqué, la présence d'un mot, d'un certain mot lors de cette lecture. Évidemment de moi-même, je ne dirais pas ce mot. Mais quand c'est dans le texte en lui-même, je considère que ça fait partie d'une époque, que ça fait partie, heu, d'une œuvre et que, je vais pas censurer l'œuvre. Donc voilà, dans la lecture, je le conserve. Heu, chacun, voit midi à sa porte, sur ces sujets-là, j'imagine. Est-ce que c'est insupportable de le dire? Même au sein, de quelque chose de contextuel, on va dire? Moi, je trouve que quand c'est dans le contexte, quand c'est dans son œuvre et cetera, je préfère pas le censurer. Mais bon, voilà, chacun se fera son avis, on va dire. Pour une reprise, ça va aller. Ouais, franchement, ça va. Ça va. J'ai eu très très peur sur la lecture du chapitre 1 et 2. La lecture du chapitre 3 m'a un peu détendu. Ça va, je commence à me faire à l'histoire. Et surtout, je suis très curieux. Est-ce que je vous spoil? En vrai, je vous spoil pas tellement parce que de toute façon, vous l'avez vu aussi sur le live. Et si ça se trouve, c'est juste une fantaisie de l'illustrateur de la couverture, mais je suis très curieux parce qu'il reste 2 chapitres, on arrive bientôt à la fin. Et sur la couverture, on voit un certain oiseau. Or, on vient de nous parler d'un perroquet. Donc, je me dis, comment ça va se jouer? Comment ça va jouer cette histoire de perroquet? Est-ce que ça va avoir un impact dans l'histoire? Est-ce que ça va être important, prégnant? Euh, j'ai hâte de voir comment ça va se décanter tout ça. Surtout qu'encore une fois, on a l'impression quand même que le fil de leur vie a déjà pas mal passé, parce que les années ont passé. C'était très malin, cette manière-là, pour le coup, stylistiquement, je trouve ça grave malin, pour faire passer le temps en mode il se passe rien, mais il se passe quand même des trucs, de dire, bon bah les années elles sont passées, et puis à certains moments on a fait les fêtes quand même, et puis à certains moments, ah oui c'est vrai, à telle année, un tel est tombé du toit, je sais plus c'était quoi les événements, mais c'est des trucs comme ça quoi. Et c'est, encore une fois, je trouve très fort pour marquer le fait qu'il se passe rien. Donc du coup, on se souvient d'événements un peu lambda parce qu'il se passe pas grand-chose, quoi. Et en même temps, bah, est-ce que c'est pas la vie? Est-ce que c'est pas la vie? Est-ce que c'est pas très réaliste au final? C'est rare qu'il se passe des choses extraordinaires, exceptionnelles. C'est pas tous les 4 matins, quoi. Donc au final, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Bref. Donc du coup, est-ce qu'on est proche de la fin de leur vie ou pas? J'ai du mal à savoir. Et du coup, est-ce qu'il y a encore grand-chose à explorer dans leur vie, quoi? J'ai hâte de découvrir. Et je pense que je vais reprendre tout de suite parce que vraiment le live prend plus de temps que ce que j'aurais cru aujourd'hui. Donc je reprends directement pour les 2 derniers chapitres du jour. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute et vous dis à dans quelques minutes pour la fin, pour l'outro en fait, tout simplement. C'est quand même difficile, hein, je vous avoue. J'ai les lèvres sèches, etc. là. L'air de rien, la lecture à voix haute, c'est quand même un exercice un peu particulier. Donc là, je douille un peu. Faut que je me réhabitue. Faut que mes cordes vocales se réhabituent beaucoup, je pense. Parce que vraiment, ça fait plusieurs mois que du coup j'ai déménagé, que je vis seul. Et je pense que je parle beaucoup moins à des gens qu'avant. Des lectures à voix haute, j'en ai pas fait tout seul, évidemment. Quoique, ça peut se faire tout seul, mais en tout cas, j'en ai pas fait tout seul. Donc forcément, ouais, va falloir un temps de réadaptation, je pense.
Allez, on est parti. 4. Il s'appelait Loulou. Son corps était vert, le bout de ses ailes roses, son front bleu et sa gorge dorée. Mais il avait la fatigante manie de mordre son bâton, s'arracher les plumes, éparpiller ses ordures, répandre l'eau de sa baignoire. Madame Aubin, qui l'ennuyait, le donna pour toujours à Félicité. Elle entreprit de l'instruire. Bientôt il répéta: Charmant garçon, serviteur, monsieur, je vous salue, Marie. Il était placé auprès de la porte, et plusieurs s'étonnaient qu'il ne répondît pas au nom de Jacot, puisque tous les perroquets s'appellent Jacot. On le comparait à une dinde, à une bûche, autant de coups de poignard pour Félicité. Étrange obstination de Loulou, ne parlant plus du moment qu'on le regardait. Néanmoins, il recherchait la compagnie, car le dimanche, pendant que ces demoiselles Rochefeuille, monsieur de Houville et de nouveaux habitués, Onfroy l'apothicaire, monsieur Varin et le capitaine Mathieu faisaient leur partie de cartes, il cognait les vitres avec ses ailes et se démenait si furieusement qu'il était impossible de s'entendre. La figure de Bourré, sans doute, lui paraissait très drôle. Dès qu'il l'apercevait, il commençait à rire de toutes ses forces. Les éclats de sa voix bondissaient dans la cour, l'écho les répétait, les voisins se mettaient à leurs fenêtres, riaient aussi. Et pour n'être pas vu du perroquet, monsieur Bourré se coulait le long du mur, en dissimulant son profil avec son chapeau, atteignait la rivière, puis entrait par la porte du jardin, et les regards qu'il envoyait à l'oiseau manquaient de tendresse. Loulou avait reçu du garçon boucher une chiquenaude, s'étant permis d'enfoncer la tête dans sa corbeille, et depuis lors il tâchait toujours de le pincer à travers sa chemise. Fabu menaçait de lui tordre le cou, bien qu'il ne fût pas cruel, malgré le tatouage de ses bras et de ses gros favoris. Au contraire, il avait plutôt du penchant pour le perroquet, jusqu'à vouloir, par humeur joviale, lui apprendre des jurons. Félicité que ses manières effrayées le plaça dans la cuisine. Sa chaînette fut retirée et il circulait par la maison. Quand il descendait l'escalier, il appuyait sur les marches la courbe de son bec, levait la patte droite puis la gauche, et elle avait peur qu'une telle gymnastique ne lui causât des étourdissements. Il devint malade, ne pouvant plus parler ni manger. C'était sous sa langue une épaisseur comme en ont les poules quelquefois. Elle le guérit en arrachant cette pellicule avec ses ongles. Monsieur Paul, un jour, eut l'imprudence de lui souffler aux narines la fumée d'un cigare. Une autre fois, que madame Lormeaux l'agaçait du bout de son ombrelle, il en nappa la virole. Enfin, il se perdit. Elle l'avait posé sur l'herbe pour le rafraîchir, s'absenta une minute et, quand elle revint, plus de perroquet. D'abord, elle le chercha dans les buissons, au bord de l'eau et sur les toits, sans écouter sa maîtresse qui lui criait: Prenez donc garde, vous êtes folle. Ensuite, elle inspecta tous les jardins du Pont-l'Évêque, et elle arrêtait les passants. Vous n'auriez pas vu quelquefois par hasard mon perroquet? À ceux qui ne connaissaient pas le perroquet, elle en faisait la description. Tout à coup, elle crut distinguer derrière les moulins, au bas de la côte, une chose verte qui voltigeait. Mais au haut de la côte, rien. Un porte-balle lui affirma qu'il l'avait rencontré tout à l'heure, à Melaine, dans la boutique de la mère Simon. Elle y courut. On ne savait pas ce qu'elle voulait dire. Enfin, elle rentra, épuisée, les savates en lambeaux, la mort dans l'âme, et, assise au milieu du banc, près de madame, elle racontait toutes ses démarches, quand un poids léger lui tomba sur l'épaule. Loulou, que diable avait-il fait? Peut-être qu'il s'était promené aux environs. Elle eut du mal à s'en remettre, ou plutôt ne s'en remit jamais. Par suite d'un refroidissement, il lui vint une angine, peu de temps après un mal d'oreille. 3 ans plus tard, elle était sourde, et elle parlait très haut, même à l'église. Bien que ses péchés auraient pu sans déshonneur pour elle, ni inconvénient pour le monde, se répandre à tous les coins du diocèse, monsieur le curé jugea convenable de ne plus recevoir sa confession que dans la sacristie. Des bourdonnements illusoires achevaient de la troubler. Souvent sa maîtresse lui disait: Mon Dieu, comme vous êtes bête. Elle répliquait: Oui, madame, en cherchant quelque chose autour d'elle. Le petit cercle de ses idées se rétrécit encore, et le carillon des cloches, le mugissement des bœufs, n'existait plus. Tous les êtres fonctionnaient avec le silence des fantômes. Un seul bruit arrivait maintenant à ses oreilles: la voix du perroquet. Comme pour la distraire, il reproduisait le tic-tac du tournebroche, l'appel aigu d'un vendeur de poissons, la scie du menuisier qui logeait en face, et au coup de la sonnette, imitait madame Aubin. Félicité, la porte, la porte. Ils avaient des dialogues, lui débitant à satiété les 3 phrases de son répertoire, et elle y répondant par des mots sans plus de suite, mais où son cœur s'épanchait. Loulou, dans son isolement, était presque un fils, un amoureux.
Il escaladait ses doigts, mordillait ses lèvres, se cramponnait à son fichu. Et comme elle penchait son front en branlant la tête à la manière des nourrices, les grandes ailes du bonnet et les ailes de l'oiseau frémissaient ensemble. Quand des nuages s'amoncelaient et que le tonnerre grondait, il poussait des cris, se rappelant peut-être les ondées de ses forêts natales. Le ruissellement de l'eau excitait son délire. Il voltait, éperdu, montait au plafond, renversait tout, et par la fenêtre allait barboter dans le jardin, mais revenait vite sur un des chênaies, et, sautillant pour sécher ses plumes, montrait tantôt sa queue, tantôt son bec. Un matin du terrible hiver de 1837, qu'elle l'avait mis devant la cheminée à cause du froid, elle le trouva mort au milieu de sa cage, la tête en bas et les ongles dans les fils de fer. Une congestion l'avait tué, sans doute. Elle crut à un empoisonnement par le persil, et malgré l'absence de toute preuve, ses soupçons portèrent sur Fabu. Elle pleura tellement que sa maîtresse lui dit « Eh bien, faites-le empailler !» Elle demanda conseil au pharmacien, qui avait toujours été bon pour le perroquet. Il écrivit au Havre. Un certain Fellacher se chargea de cette besogne. Mais comme la diligence égarait parfois les colis, elle résolut de le porter elle-même jusqu'à Honfleur. Les pommiers sans feuilles se succédaient au bord de la route, de la glace couvrait les fossés. Des chiens aboyaient autour des fermes, et les mains sous son mantelet, avec ses petits sabots noirs et son cabas, elle marchait prestement sur le milieu du pavé. Elle traversa la forêt, dépassa le Haut-Chêne, atteignit Saint-Gatien. Derrière elle, dans un nuage de poussière et emportée par la descente, une malle-poste au grand galop se précipitait comme une trombe. En voyant cette femme qui ne se dérangeait pas, le conducteur se dressa par-dessus la capote et le postillon criait aussi, pendant que ses 4 chevaux qu'il ne pouvait retenir accéléraient leur train. Les 2 premiers la frôlaient. D'une secousse de ses guides, il les jeta dans le débord, mais furieux releva le bras et, à pleine volée, avec son grand fouet, lui cingla du ventre au chignon un tel coup qu'elle tomba sur le dos. Son premier geste, quand elle reprit connaissance, fut d'ouvrir son panier. Loulou n'avait rien, heureusement. Elle sentit une brûlure à la joue droite, ses mains qu'elle y porta étaient rouges. Le sang coulait. Elle s'assit sur un mètre de cailloux, se tamponna le visage avec son mouchoir, puis elle mangea une croûte de pain mise dans son panier par précaution, et se consolait de sa blessure en regardant l'oiseau. Arrivée au sommet d'Ecmoville, elle aperçut les lumières de Honfleur qui scintillaient dans la nuit comme une quantité d'étoiles. La mer, plus loin, s'étalait confusément. Alors une faiblesse l'arrêta, et la misère de son enfance, la déception du premier amour, le départ de son neveu, la mort de Virginie, comme les flots d'une marée, revinrent à la fois, et lui montant à la gorge, l'étouffaient. Puis elle voulut parler au capitaine du bateau, et sans dire ce qu'elle envoyait, lui fit des recommandations. Fellacher garda longtemps le perroquet. Il le promettait toujours pour la semaine prochaine. Au bout de 6 mois, il annonça le départ d'une caisse, et il n'en fut plus question. C'était à croire que jamais Loulou ne reviendrait. Ils me l'auront volé, pensait-elle. Enfin il arriva. Et splendide, droit sur une branche d'arbre qui se vissait dans un socle d'acajou. Une patte en l'air, la tête oblique et mordant une noix que l'empailleur par amour du grandiose avait dorée. Elle l'enferma dans sa chambre. Cet endroit où elle admettait peu de monde avait l'air tout à la fois d'une chapelle et d'un bazar, tant il contenait d'objets religieux et de choses hétéroclites. Une grande armoire gênée pour ouvrir la porte. En face de la fenêtre surplombant le jardin, un œil de bœuf regardait la cour. Une table, près du lit de sangle, supportait un pot à l'eau, 2 peignes et un cube de savon bleu dans une assiette ébréchée. On voyait contre les murs des chapelets, des médailles, plusieurs bonnes vierges, un bénitière en noix de coco. Sur la commode, couverte d'un drap comme un autel, la boîte en coquillage que lui avait donnée Victor. Puis un arrosoir et un ballon, des cahiers d'écriture, la géographie en estampe, une paire de bottines. Et au clou du miroir, accroché par ses rubans, le petit chapeau de peluche. Félicité poussait même ce genre de respect si loin qu'elle conservait une des redingotes de monsieur. Toutes les vieilleries dont ne voulait plus Madame Aubin, elle les prenait pour sa chambre. C'est ainsi qu'il y avait des fleurs artificielles au bord de la commode et le portrait du comte d'Artois dans l'enfoncement de la lucarne. Au moyen d'une planchette, Loulou fut établie sur un corps de cheminée qui avançait dans l'appartement. Chaque matin, en s'éveillant, elle l'apercevait à la clarté de l'aube et se rappelait alors les jours disparus et d'insignifiantes actions jusqu'en leurs moindres détails sans douleur, pleines de tranquillité. Ne communiquant avec personne, elle vivait dans une torpeur de somnambule. Les processions de la fête-Dieu la ranimaient.
Elle allait quêter chez les voisines des flambeaux et des paillassons afin d'embellir le reposoir que l'on dressait dans la rue. À l'église, elle contemplait toujours le Saint-Esprit et observa qu'il avait quelque chose du perroquet. Sa ressemblance lui parut encore plus manifeste sur une image d'Épinal représentant le baptême de notre Seigneur. Avec ses ailes de pourpre et son corps d'émeraude, c'était vraiment le portrait de Loulou. L'ayant acheté, elle le suspendit à la place du comte d'Artois, de sorte que du même coup d'œil, elle les voyait ensemble. Ils s'associèrent dans sa pensée. Le perroquet se trouvant sanctifié par ce rapport avec le Saint-Esprit, qui devenait plus vivant à ses yeux et intelligible. Le père, pour s'énoncer, n'avait pu choisir une colombe, puisque ces bêtes-là n'ont pas de voix, mais plutôt un des ancêtres de Loulou. Et Félicité priait en regardant l'image, mais de temps à autre se tournait un peu vers l'oiseau. Elle eut envie de se mettre dans les demoiselles de la Vierge. Madame Aubin l'en dissuada. Un événement considérable surgit. Le mariage de Paul. Après avoir été d'abord clerc de notaire, puis dans le commerce, dans la douane, dans les contributions, et même avoir commencé des démarches pour les eaux et forêts, à 36 ans, tout à coup, par une inspiration du ciel, il avait découvert sa voix, l'enregistrement, et y montrait de si hautes facultés qu'un vérificateur lui avait offert sa fille en lui promettant sa protection. Paul, devenu sérieux, l'amena chez sa mère. Elle dénigra les usages de Pont-l'Évêque, fit la princesse, blessa Félicité. Madame Aubin, à son départ, sentit un allègement. La semaine suivante, on apprit la mort de M. Bourré, en Basse-Bretagne, dans une auberge. La rumeur d'un suicide se confirma. Des doutes s'élevèrent sur sa probité. Madame Aubin étudia ses comptes et ne tarda pas à connaître la kyrielle de ses noirceurs. Détournement d'arrérage, vente de bois dissimulé, fausse quittance, etc. De plus, il avait un enfant naturel et des relations avec une personne de Dozulé. Ces turpitudes l'affligèrent beaucoup. Au mois de mars 1853, elle fut prise d'une douleur dans la poitrine. Sa langue paraissait couverte de fumée. Les sangsues ne calmèrent pas l'oppression, et le 9e soir, elle expira, ayant juste 72 ans. On la croyait moins vieille à cause de ses cheveux bruns, dont les bandeaux entouraient sa figure blême, marquée de petites véroles. Peu d'amis la regrettèrent, ses façons étant d'une hauteur qui éloignait. Félicité la pleura, comme on ne pleure pas les maîtres. Que madame mourut avant elle, cela troublait ses idées, lui semblait contraire à l'ordre des choses, inadmissible et monstrueux. 10 jours après, le temps d'accourir de Besançon, les héritiers survinrent. La bru fouilla les tiroirs, choisit des meubles, vendit les autres, puis ils regagnèrent l'enregistrement. Le fauteuil de madame, son guéridon, sa chaufferette, les 8 chaises étaient partis. La place des gravures se dessinait en carrés jaunes au milieu des cloisons. Ils avaient emporté les 2 couchettes avec leurs matelas, et dans le placard on ne voyait plus rien de toutes les affaires de Virginie. Félicité remonta les étages, ivre de tristesse. Le lendemain, il y avait sur la porte une affiche. L'apothicaire lui cria dans l'oreille que la maison était à vendre. Elle chancela et fut obligée de s'asseoir. Ce qui la désolait principalement, c'était d'abandonner sa chambre, si commode pour le pauvre Loulou. En l'enveloppant d'un regard d'angoisse, elle implorait le Saint-Esprit et contracta l'habitude idolâtre de dire ses oraisons agenouillées devant le perroquet. Quelquefois, le soleil entrant par la lucarne frappait son œil de verre et en faisait jaillir un grand rayon lumineux qui la mettait en extase. Elle avait une rente de 380 francs, léguée par sa maîtresse. Le jardin lui fournissait des légumes. Quant aux habits, elle possédait de quoi se vêtir jusqu'à la fin de ses jours et épargnait l'éclairage en se couchant dès le crépuscule. Elle ne sortait guère afin d'éviter la boutique du brocanteur où s'étalaient quelques-uns des anciens meubles. Depuis son étourdissement, elle traînait une jambe, et, ses forces diminuant, la mère Simon, ruinée dans l'épicerie, venait tous les matins fendre son bois et pomper de l'eau. Ses yeux s'affaiblirent, les persiennes n'ouvraient plus. Bien des années se passèrent, et la maison ne se louait pas et ne se vendait pas. Dans la crainte qu'on ne la renvoyât, Félicité ne demandait aucune réparation. Les lattes du toit pourrissaient, pendant tout un hiver son traversin fut mouillé. Après Pâques, elle cracha du sang. Alors, la mère Simon eut recours à un docteur. Félicité voulut savoir ce qu'elle avait, mais trop sourde pour entendre, un seul mot lui parvint. Pneumonie. Il lui était connu, et elle répliqua doucement. Ah, comme madame, trouvant naturel de suivre sa maîtresse. Le moment des reposoirs approchait. Le premier était toujours au bas de la côte, le second devant la poste, le troisième vers le milieu de la rue. Il y eut des rivalités à propos de celui-là, et les paroissiennes choisirent finalement la cour de madame Aubin. Les oppressions et la fièvre augmentaient,
Félicité se chagrinait de ne rien faire pour le reposoir. Au moins, si elle avait pu y mettre quelque chose. Alors elle songea au perroquet. Ce n'était pas convenable, objectèrent les voisines. Mais le curé accorda cette permission. Elle en fut tellement heureuse qu'elle le pria d'accepter, quand elle serait morte, Loulou, sa seule richesse. Du mardi au samedi, veille de la fête-Dieu, elle toussa plus fréquemment. Le soir, son visage était grippé, ses lèvres se collaient à ses gencives, des vomissements parurent. Et le lendemain, au petit jour, se sentant très bas, elle fit appeler un prêtre. 3 bonnes femmes l'entouraient pendant l'extrême onction. Puis elle déclara qu'elle avait besoin de parler à Fabu. Il arriva en toilette des dimanches, mal à son aise dans cette atmosphère lugubre. Pardonnez-moi, dit-elle avec un effort pour étendre le bras. Je croyais que c'était vous qui l'aviez tué. Que signifiaient des potins pareils? L'avoir soupçonné d'un meurtre, un homme comme lui? Et il s'indignait, allait faire du tapage. Elle n'a plus sa tête, vous voyez bien. Félicité de temps à autre parlait à ses ombres. Les bonnes femmes s'éloignèrent. La Simone déjeuna. Un peu plus tard, elle prit Loulou, et l'approchant de Félicité. Allons, dites-lui adieu. Bien qu'il ne fût pas un cadavre, les vers le dévoraient. Une de ses ailes était cassée, l'étoupe lui sortait du ventre. Mais aveugle à présent, elle le baisa au front et le garda contre sa joue. La Simone le reprit, pour le mettre sur le reposoir. 5. Les herbages envoyaient l'odeur de l'été, des mouches bourdonnaient, le soleil faisait luire la rivière, chauffer les ardoises. La mère Simon, revenue dans la chambre, s'endormait doucement. Des coups de cloche la réveillèrent, on sortait des vêpres. Le délire de Félicité tomba. Pardon. Le délire de Félicité tomba. En songeant à la procession, elle la voyait, comme si elle l'eût suivie. Tous les enfants des écoles, les chantres et les pompiers marchaient sur les trottoirs, tandis qu'au milieu de la rue s'avançait premièrement le Suisse armé de sa hallebarde, le bedeau avec une grande croix, l'instituteur surveillant les gamins, la religieuse inquiète de ses petites filles, 3 des plus mignonnes, frisées comme des anges, jetées dans l'air des pétales de rose, le diacre, les bras écartés, modérait la musique, et 2 encenseurs se retournaient à chaque pas vers le Saint-Sacrement que portait sous un dé de velours ponceau tenu par 4 fabriciens, monsieur le curé dans sa belle chasuble. Un flot de monde se poussait derrière, entre les nappes blanches couvrant le mur des maisons, et l'on arriva au bas de la côte. Une sueur froide mouillait les tempes de Félicité. La Simone l'épongeait avec un linge, en se disant qu'un jour, il lui faudrait passer par là. Le murmure de la foule grossit, fut un moment très fort, s'éloigner. Une fusillade ébranla les carreaux. C'étaient les postillons saluant l'ostensoir. Félicité roula ses prunelles et elle dit, le moins bas qu'elle put. Est-il bien? Tourmentée du perroquet. Son agonie commença. Un râle de plus en plus précipité lui soulevait les côtes. Des bouillons d'écume venaient au coin de sa bouche et tout son corps tremblait. Bientôt, on distingua le ronflement des ophicléides, les voix claires des enfants, la voix profonde des hommes. Tout se taisait par intervalles, et le battement des pas, que des fleurs amortissaient, faisait le bruit d'un troupeau sur du gazon. Le clergé parut dans la cour. La Simone grimpa sur une chaise pour atteindre à l'œil de bœuf, et de cette manière dominer le reposoir. Des guirlandes vertes pendaient sur l'autel, ornées d'un falbala en point d'Angleterre. Il y avait au milieu un petit cadre enfermant des reliques, 2 orangers dans les angles et, tout le long, des flambeaux d'argent et des vases en porcelaine, d'où s'élançaient des tournesols, des lys, des pivoines, des digitales, des touffes d'hortensia. Ce monceau de couleurs éclatantes descendait obliquement, du premier étage jusqu'au tapis se prolongeant sur les pavés, et des choses rares tiraient les yeux. Un sucrier de vermeil avait une couronne de violettes, des pendeloques en pierre d'Alençon brillaient sur la mousse, 2 écrans chinois montraient leur paysage. Loulou, caché sous des roses, ne laissait voir que son front bleu, pareil à une plaque de lapis. Les fabriciens, les chantres, les enfants se rangèrent sur les 3 côtés de la cour. Le prêtre gravit lentement les marches et posa sur la dentelle son grand soleil d'or qui rayonnait. Tous s'agenouillèrent. Il se fit un grand silence, et les encensoirs, allant à pleine volée, glissaient sur leurs chaînettes. Une vapeur d'azur monta dans la chambre de Félicité. Elle avança les narines, en la humant avec une sensualité mystique, puis ferma les paupières. Ses lèvres souriaient. Les mouvements de son cœur se ralentirent un à un, plus vagues chaque fois, plus doux,
comme une fontaine s'épuise, comme un écho disparaît, et, quand elle exhala son dernier souffle, elle crut voir dans les cieux entr'ouverts un perroquet gigantesque planant au-dessus de sa tête. Et c'est la fin de la nouvelle Un cœur simple. Ça sera donc également la fin de la lecture du jour. Nous passons à l'outre du live, les amis. Ok, sympathique, sympathique. Au final, je crois que je suis à peu près dans les temps que faisaient mes lives auparavant. Donc je pense que j'ai à peu près bien calculé mon coup. Ça devrait faire un truc genre 1h40, quelque chose comme ça. Pour lire une nouvelle complète, ça va, je crois. Ok, bon. En partant avec des gros a priori sur Flaubert, j'avoue, je vais essayer encore une fois de ne pas être de mauvaise foi. Je vais essayer d'y aller en lui tendant la main, en étant ouvert à ce qu'il me propose. Je me dis que c'était sympa. Je me dis que c'était sympa. Je suis content si ça t'a plu, Nordum. Euh, je me dis que c'était sympa. Ça rentre clairement pas dans mes lectures favorites. Mais alors vraiment pas du tout. C'est même très très loin en fait. Mais je dois reconnaître que c'est pas autant éclaté que j'aurais cru. Genre vraiment, le mec qui donne des compliments horribles en fait. Non, en vrai, c'est plutôt bien. C'est juste que c'est pas à mon goût, quoi. C'est plutôt bien, c'est juste que c'est pas à mon goût. Même si je suis un peu plus entré dans le délire. Euh, Comme je disais dans la pause précédente, le fait de suivre toute une vie, quelque part, le fait de suivre toute une vie d'un groupe de personnages, et plus particulièrement de Félicité, et bah voilà, de voir un truc qui se déroule sur un truc genre 30 pages, quelque chose comme ça, à 35 pages, très lentement, mais en même temps très rapidement, parce que on avance dans les événements de sa vie très, très vite, en fait. En allant de petits événements en petits événements qui sont à chaque fois des événements tragiques, souvent, en tout cas. À part sa découverte quelque part de la religion et sa découverte du perroquet, de Loulou. Et du coup, ouais, je trouve qu'il peut y avoir une touche bah voilà, d'émotion, quoi. Ouais, ça peut être émouvant. Ça peut être émouvant, la vie de cette femme, voilà, qui voit tout le monde mourir autour d'elle ou disparaître, partir et ainsi de suite. Bah, qui s'accroche à sa maîtresse, à sa maison, et puis voilà, qui reste là, quoi. Qui reste là et qui, parfois, a des tout petits émerveillements, des tout petites consolations, si je peux dire, ou des petites satisfactions, comme l'arrivée du perroquet dans sa vie, qui finit par partir aussi. Donc voilà, il y a quelque chose de doux amer comme ça, quelque chose de doux amer qui est plutôt sympathique. Euh, et c'est drôle, je sais pas d'où ça vient. Alors peut-être qu'à une époque ça se faisait, peut-être à l'époque de Flaubert justement, mais je sais pas du tout d'où ça vient j'allais dire ce délire, on va pas dire que c'est un délire, mais ce, cette image qui est souvent réutilisée quand même, je trouve, dans des films notamment, dans des séries, dans des films, et maintenant je le vois dans des œuvres littéraires, de quelque part, quelque part la personne qui va vieillir et petit à petit se construire son petit monde dans sa chambre, dans sa petite maison, voilà, se construire tout son petit monde où tous les objets ont une signification, etc. Où elle est entourée quasiment de personnes, sauf de son perroquet. Je trouve que c'est une image qu'on voit souvent dans les films, dans les séries. Potentiellement même, je pense avoir connu des personnes qui étaient comme ça même. Je sais pas d'où ça vient ça, c'est dingue, je trouve qu'il y a une image comme ça autant marquée. Presque qu'il y aurait, par exemple l'image de la femme à chat entre guillemets. Bah, de la même manière, je trouve qu'il y aurait un peu la femme au perroquet ou quelque chose comme ça. Je l'ai déjà vu aussi avec des hommes, remarqué. Mais ouais, c'est vrai que c'est une image qui revient souvent. Je trouve ça assez étonnant
parce que j'ai pas l'impression que ce soit la norme d'avoir un perroquet, entre guillemets. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est une image qui revient souvent. Peut-être à l'époque de Flaubert, je crois savoir, je dis peut-être de la merde, je crois savoir que Flaubert faisait partie d'une certaine noblesse. Peut-être aussi que lui, du coup, il a côtoyé des milieux un peu plus fortunés et qui avaient les moyens d'avoir un perroquet venu d'autres pays, etc. Potentiellement. Mais intéressant. Syndrome de Diogène où la personne garde beaucoup de déchets. Ça arrive chez pas mal de seniors, de vieux. Alors, je connais personnellement des gens qui. Bon, en tout cas, oui, bref. Je vais pas entrer dans le détail, mais je pense connaître des gens qui ont le syndrome de Diogène. Et oui, on peut voir ça aussi. Même si là, même sans aller jusqu'à cette extrémité-là de syndrome de Diogène, je pense que là, il y a quelque chose d'assez émouvant de toute façon. Il peut y avoir quelque chose d'émouvant aussi dans le syndrome de Diogène d'ailleurs, mais en tout cas là, je trouve qu'il y a quelque chose d'émouvant dans le fait que bah, sa maîtresse, elle jette absolument tout, même ce qui lui rappelle presque ses enfants, quoi. Elle jette absolument tout et elle a un... Ouais, on sent qu'elle a une certaine, un certain monde intérieur, en fait. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Elle laisse pas beaucoup s'exprimer quelque chose, mais elle a une sorte de monde intérieur et euh, des émotions liées à ces objets euh, qui bah, lui rappellent des événements de sa vie, des personnes dans sa vie qui étaient importantes pour lui, et pour elle, et ainsi de suite. Ça existe en version plus soft avec les magazines, les appareils électroniques, les collections. Oui, voilà. On peut aussi entrer dans les collectionnites, entre guillemets. Euh, ou bien, moi, personnellement, par exemple, ce truc de souvenir, c'est vrai que j'ai envie de mettre en... Comment dire? J'ai envie d'honorer mes souvenirs, de les mettre en lumière quelque part. Donc c'est vrai que moi, par exemple, je cherche des manières dans mon mobilier de mettre des souvenirs. Je n'ai pas encore commencé à faire ça, mais ça fait quelques temps que j'y réfléchis, à me dire est-ce que je ferais pas un coffre avec des souvenirs ou quoi. Parce que moi j'aime bien les objets justement qui me rappellent des personnes, des époques et tout. Je suis un peu sentimental sur les objets quand ils sont liés à des souvenirs précis. Euh, ouais, c'est ça, bah franchement, ouais, hein. Moi, de toute façon, pour les collections, je suis très mal placé parce que même si j'aime assez l'idée du minimalisme et que j'essaie de tendre à ça, je le suis absolument pas. J'ai tellement de livres, par exemple, que en soi, rien qu'avoir une bibliothèque, c'est un peu de la collectionnite, quoi. Enfin, on essaie de se soigner, on essaie de faire au mieux. Et du coup, merci Orenti pour ton message, c'est gentil. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Du coup, voilà. J'ai bien apprécié de faire ce live, j'espère que vous également. N'hésitez pas sur la rediffusion YouTube à laisser un like, un dislike sur votre appréciation de la vidéo, à laisser des commentaires. On est parti pour un petit cycle sur les 3 contes de Flaubert. La prochaine fois, nous effectuerons la lecture de la nouvelle, enfin du conte, non de la nouvelle, on peut dire les deux, c'est un recueil de nouvelles. La légende de Saint Julien l'Hospitalier. On va voir ce que ça donne. Est-ce que une des 2 autres nouvelles va plus m'emballer que celle-ci? À voir. Mais bon, franchement, ça m'a quand même relativement plu. J'aime pas noter à chaud. Déjà, j'aime pas mettre de notes dans un premier temps. Et dans un second temps, j'aime pas noter à chaud parce que j'aime bien que ça grandisse en moi. Que peut-être demain, dans une semaine, dans un mois, je me dise ah ouais, je garde ce souvenir de telle œuvre et en fait, c'est vrai que ça, j'avais bien aimé, et tout ça et tout ça. Mais là, si j'étais à chaud, si je le notais à chaud là sur Babelio, je pense que j'aurais du mal à mettre plus que 3,5 en 3 étoiles et demie sur 5. Je pense que je mettrais 3 étoiles ou 3 étoiles et demie sur 5 parce que encore une fois, je lui vois des qualités, mais c'est vraiment pas ma came. Je lui vois des qualités, mais c'est vraiment pas ce que je préfère. Mais bon, j'espère que les 2 prochaines nouvelles sauront davantage me conquérir. Voilà, voilou. Et du coup, comme je le disais, j'ai apprécié de faire ce live en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié également. J'espère que tout s'est bien passé niveau technique. Moi, je vais monitorer ça. Je vais regarder la rediffusion certainement dans son intégralité pour voir si le son me semble correct.
Par exemple, sur le moment où j'ai fait la voix de perroquet, j'ai très peur que le son est saturé ou ce genre de choses. Donc voilà, je vais vraiment attentivement prendre le temps de mater la rediffusion, ce qui veut dire que je vais pas forcément faire la deuxième nouvelle demain ou dans les jours à venir. Je vais vraiment prendre le temps d'écouter la rediff, d'être certain que les réglages me conviennent avant de poursuivre. Et si tout me convient, je reviendrai avec la seconde nouvelle, je l'espère. Je l'espère dans la semaine. Je pense que d'ici une semaine, ça paraît jouable. D'ici une semaine, avoir fait le deuxième épisode, ça me paraît jouable. Voilà, comme ça vous êtes au courant. De rien, merci à vous de m'avoir accompagné, Cat Black, Nordom et tous les autres. C'est très sympathique d'être passé. Coucou secrétaire, comment tu vas? Aïe aïe aïe, il y a plein de gens qui joignent à cette heure-ci. Alors justement, je me disais, je ne sais pas quand est-ce que je vais live. Je pense que dans un premier temps, je vais live quand j'ai la motive, quand je le peux. Si je commence à remettre des créneaux, je ne sais pas ce que je ferai. Mais je me posais la question de est-ce que ça serait pas un bon créneau, justement, 17h, 19h, un truc comme ça. Soit 17h, 19h, soit le matin. Je sais pas trop. Je pense que je vais tenter plusieurs choses et que ça sera vraiment à l'arrache, désolé. Je vous préviendrai sur les réseaux au moment où j'entre en live, je pense. Oh, bah bonne écoute à toi sur L'homme qui rit, Nordom. Moi, perso, c'est des œuvres que j'ai lues en live qui fait partie de mon panthéon. Voilà, voilou. Et puis, pour d'autres lives que des lives de lecture, comme je le disais en intro, on va faire les choses lentement. Comme disait une amie, je sais plus c'est comment la citation en italien, mais grosso modo, qui va bien va lentement, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc, on va aller lentement, et puis si ça se passe bien, on incrémentera un petit peu au fur et à mesure du temps, ce qui est possible de faire. Voilà, voilà. Bien, je pense que j'ai fait le tour. Je peux déjà vous dire que si vous n'avez pas d'autres suggestions d'ici là, et que je trouve pas d'autres œuvres d'ici là, je pense que après Flaubert, parce que du coup Flaubert, il y a moyen d'avoir fini dans 1 ou 2 semaines, hein, je pense qu'après Flaubert, il y a de fortes chances que ce soit les voyages de Gulliver de Jonathan Swift, je crois que c'est ça, parce que j'ai une assez grosse curiosité à le découvrir. Voilà, voilà. Sur ce, je rends l'antenne. Merci à tous et à toutes. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée. La rediffusion sera disponible, je pense, dans 2 jours. En général, c'est ce que je faisais. Même si maintenant, j'ai cru comprendre qu'on avait le droit de mettre la rediffusion sur YouTube plus vite que ça. Avant, on n'avait pas le droit. Avant, il fallait attendre 2 jours. C'était dans le contrat avec Twitch, entre guillemets. Maintenant, je crois qu'on a le droit de les mettre le plus vite possible. Donc, bon, je verrai. Je pense que je vais le mettre dans 2 jours. Et puis, si je vois qu'il y a moyen de les mettre avant, je les mettrai avant. Allez, des oublis. À bientôt. Prenez soin de vous. Et... Tchou!